Émission 852. Cette semaine, Transformers Volume 1, Robots in Disguise. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui. L'ensemble? Ben oui, l'ensemble, voilà. Ben oui, on a entendu sa voix. Même les petits Saint-Jean, épidémie. Ben nous, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont chaque jour un peu plus vieux. Ben oui, je vous l'annonce comme ça. Je vous amène avec moi mes tabarnak. Le premier a mis sur pied une fondation pour protéger les restaurants Mike's. Simon Chigny est avec nous. Salut, Simon. Salut. Salut, Simon. Il en restera plus gros là, sur l'île de Montréal là, avec la fermeture de la place Versailles. Ben, c'est ce que j'ai appris. On en a parlé en fin de semaine. Donc, j'étais... Ouais. Rip Mike's. Le dernier se demande toujours la question, pays ou pas pays? Gauthier Langevin est avec nous. Salut, Gauthier. Merci, Bric et Brac, d'avoir instillé ça dans mon esprit continuellement. T'as pas arrêté de nous poser la question durant mon get-together d'anniversaire ce week-end. Ça venait de ça. Ça venait de là. Ben oui, ça vient de Un pays dans l'oreille, le podcast le plus poétiquement souverainiste du Québec moderne. Très méta. Parce qu'on sait qu'avant, dans le Québec pas moderne, il y avait un autre podcast de poésie souverainiste. Ah. Mais c'est perdu dans les annales de l'histoire. Là, je sais même pas si t'es comme ironique ou si c'est véridique ce que tu dis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais pas, man. J'ai de la misère à lire. J'ai comme... OK, c'est bon. Il n'y avait pas de podcast au 18e siècle. Ah non, Benoît. au 18e siècle, c'est sûr qu'il n'y en avait pas de podcast. Non, c'est clair. Ils faisaient ça sur des cylindres de cire. Pourquoi Mike's a décidé de On revient à l'essentiel. Là. Transférer du sous-marin à la pizza? Parce qu'à l'époque, là, c'était un restaurant du sous-marin. Est-ce que c'est plus payant de vendre de la pizza que des sous-marins? J'imagine que les années 90, c'était plus pizza. Mais ils ont encore des sous-marins. Là. Ils en ont juste pas beaucoup. Ils en ont c'est juste moins connu. Ils ont même moins celui... Ils ont plus celui que je prenais tout le temps. Le co-vedette. Non, c'est le... je me souviens plus du nom. Ça va bien. Vous vous souvenez du logo de Mike? Ça ressemblait beaucoup à celui de Harvey's, celui de jadis. Fait que je pensais que c'était comme un offshoot, un spin-off de Mike's, mais qu'eux autres étaient spécialisés en sous-marin versus son cousin, c'était les hamburgers. Oui. Mais là, il en reste combien? Il en restera plus pantoute ou ça va il y en a à l'extérieur de la ville, mais je parle sur l'île, il y en a plus bien. On va aller rejoindre les clubs vidéo, moi je pense. Ça sera pas long. Ouais. Des choses d'autre époque. Hey, Gauthier, ça faisait longtemps qu'on t'avait vu. Ça fait au moins un mois et demi. J'ai calculé, ça fait genre 2 mois. 2 mois, bien rempli, là. Tu travaillais, t'avais des projets, t'étais pas en train de chiller chez toi, là. J'avais des projets de travail, et des voyages de travail. C'est ça t'a amené où, tout ça, là? Je suis allé pour la première fois au Salon du livre de la Côte-Nord en avril, au début du mois d'avril. Puis c'est loin, hein, cette île? Oui, pareil. Ouais, c'est quand même loin. Puis je suis allé en avion. Puis c'était vraiment cool, le Salon du livre. Commençons par dire ça. Un truc positif. Mettons les choses en contexte. C'était vraiment le fun. On a été super bien accueillis. Mais malheureusement, la compagnie aérienne a perdu ma valise. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Mais ils l'ont retrouvée une journée après. En Asie. Ça, c'était une montagne russe d'émotions. Ouais. Puis ce qui était quand même spécial, c'est la raison pour laquelle ils ont laissé ma valise à Montréal. C'est parce que l'avion était trop lourd. C'est le fun, ça. Là, j'étais comme, finalement, tu sais, c'est quand même chill. C'est quand même correct qu'il ait laissé ma valise à Montréal pour faire du lest, tu sais. Mais là, t'as fait quoi, ça veut dire, quand t'étais là-bas? T'avais rien? T'avais pas de brosse à dents? Non, c'est ça. C'est vraiment c'est un peu une non-nouvelle. Elle est restée à Montréal une journée. Là. Ah, ils t'ont après. J'ai pas eu de bobette pendant 24 heures, là, tu sais, pour nous, hein, les gars, c'est pas bien grave. On est sales tout le temps, nous autres. Hein? On aime ça crasse, c'est.
Mais c'était vraiment le fun. Hormis ça, ils m'ont remis on était éditeur, invité d'honneur, genre. Fait qu'on a eu un gros gift basket avec des produits du terroir de la Côte-Nord. Ouais. C'est juste pas que tu es resté là-bas quand t'es parti. Mais c'est ça l'affaire, Ben. J'ai mis toutes les. Là, je me suis dit, là, je me ferai pas avoir. Je vais amener ma valise avec moi dans l'avion. Ouais. Parce que je veux pas qu'il reperde une deuxième fois, parce que je m'en vais en Espagne. Pas longtemps après. Une journée après. Okay. Fait que là, je pouvais pas perdre ma valise. Parce que là, des bobettes sales en Espagne, ça passe pas. Ou pas de bobettes du tout, tu sais. Ouais. Fait que j'ai amené ma valise dans l'avion sans penser qu'il y avait un contrôle de sécurité comme dans n'importe quel esti d'aéroport dans le monde, même si tu voles à l'interne. Ouais. Fait que là, puis les gens à l'aéroport de Sept-Îles, si vous nous écoutez, vous faites très bien votre travail. Félicitations. On vous salue. Vous avez tout trouvé. Tout trouvé. Ils ont tout trouvé dans ma valise. Direct aux poubelles. T'avais-tu des fruits exotiques, puis Non, mais ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est la petite sauce barbecue au bleuet. Ah, ça aurait été le fun d'essayer ça. Ouais, j'étais bien triste. Puis, si vous voulez encore entendre parler de mes aventures de Salon du Livre, je peux continuer. Hein? Oui, moi, je suis full continuer. Ben oui, t'as pas été là pendant 2 mois, on prend des nouvelles. Fait que c'est ça, 48 heures plus tard, je partais pour Barcelone, au Filles Comiques, qui est comme si le festival de BD d'Angoulême avait eu un enfant illégitime avec le Comic-Con de San Diego. Wow, c'est un beau mélange, ça. Okay. Fait que c'est comme une grosse convention pop culture, mais vraiment axée bande dessinée, avec du monde qui sont en cosplay, puis il y a plein de monde qui vont là, il y a genre comme 120 000 personnes qui passent là. À Barcelone. Puis à côté, par exemple, il y a tout un volet plus exposition, conférence, plus à la française, là, plus intellectuel, avec un gros volet professionnel. Fait que c'était vraiment le fun. Mais comme un cave, là, je dois vraiment dire que l'homme de 39 ans en moi était vraiment pas fier de son peu d'expérience de vie. Parce que en faisant mes valises, la veille, je ramasse toutes mes affaires, j'arrive chez nous, je ramasse mes choses. Puis là, ma blonde qui était là me dit « Ah, oublie pas ton passeport. » Là, je prends mon passeport, évidemment. Puis je dis « Ah ouais, c'est correct, tu sais, je l'ai. Puis je suis chanceux, tu sais, il est bon, genre, jusqu'à fin juin, fait que je suis correct. Puis là, elle me regarde, elle fait « Pardon? » Il est bon jusqu'à fin juin. Je suis comme, ouais, je pars au début du mois de mai, je vais être revenu dans une semaine. Elle fait, non, crise d'épais. Ça marche pas de même. Quand tu vas en voyage, il faut que ton passeport soit genre bon pour encore au moins 3 mois après la date d'expiration. Oh. Fait que, message à tous, si vous le saviez pas, quand vous allez en Europe et dans la plupart des pays, il faut que votre passeport soit encore bon au moins, comme calculé entre 3 et 6 mois à partir de votre date d'expiration de passeport. Oh, mais là, comment t'as fait si c'était le lendemain? Fait que là, j'ai pleuré un peu dans un premier temps. Puis là, après ça, je me suis dit, non, il faut que ça... Simon a vérifié. Il vient de vérifier le sien. Là. 2029, bravo. Je suis correct. Good. Yes. Ouais, c'est ça. Étienne, en ligne, dit que ça peut même être 6 mois. Là, fait que calculer vraiment comme idéalement 6 mois. Fait que là, j'ai bad trippé bien raide. Puis là, tu sais, juste en arrière de la tête, j'avais comme Passeport Canada, les gros titres, tu sais. Passeport Canada, des files d'attente de plusieurs jours avant d'avoir son passeport, des gens campent devant les bureaux de Service Canada. Mais finalement, j'ai tenté ma chance, puis je suis allé à l'aéroport, genre super tôt le matin. Mon vol partait comme à 4 heures, je pense, 5 heures de l'après-midi. Puis là, la madame, elle m'a dit, va au bureau de Service Canada à Laval. Fait que là, je suis sauté dans un taxi. Je suis allé au bureau de Service Canada à Laval. Puis là, j'ai dit, c'est vraiment urgent. Il faut que je fasse faire mon passeport comme le mode le plus urgent que vous avez, genre, s'il vous plaît. Puis là, elle m'a dit, oui, prouve-moi que c'est vraiment urgent.
Fait que là, apportez votre billet si jamais ça vous arrive. Moi, j'avais mon billet. Là, fait que là, tu montes ton billet, tu dis « Ah, je cave, je savais pas, je pars aujourd'hui, je capote, je me chie dessus. » Puis elle va te faire une grosse facture. Puis là, tu vas la payer, puis tu vas être content de payer ta grosse facture. Puis moi, pour vrai, 2 heures plus tard, je sortais de là avec un passeport. Insane. Ouais. Wow. Fait que je suis rentré là à 10 h du matin, je suis sorti à 12h30, avec un nouveau passeport. Puis tout était beau. Mais fait que je remercie Service Canada. Le soulagement que tu as dû avoir. Ouais, c'était mon pire cauchemar, pas vrai. Je peux-tu te demander combien ça t'a coûté de faire ça en express de même ou c'est un peu trop? Oui. Ça m'a coûté 291 $. Oh! Ça fait de la BD, ça. Ça fait de la BD, ça, mon ami. Oh, plus jamais. Live and learn. Man. Tous les jours, on apprend. Oui, on apprend tous les jours. C'est bien un des cadeaux que la vie nous donne quand on vieillit. Là, on le sait. Ouais. Puis peut-être tu viens de me le dire, tu viens de l'apprendre. Tu viens de l'apprendre à souvent des auditeurs, des auditrices. Je partage la bonne nouvelle. Faites pas ça, guys. Mais sinon, ton expérience là-bas, c'était comment? Parce que là, tu es allé avec les livres en français. J'imagine qu'il y avait quand même un lectorat qui était francophone. Non, c'est ça. En Espagne, en fait, le lectorat de bande dessinée est vraiment très bien servi en espagnol parce que les éditeurs espagnols traduisent pas mal tout ce qui se fait à la fois aux États-Unis puis en France en espagnol. Donc, nous, on n'était pas là pour vendre des livres, on était là pour vendre des droits puis faire des contacts avec des artistes. Fait que on était vraiment accueillis dans le volet professionnel. Brasser de la grosse business. Brasser des grosses affaires. Fait que, mais c'était vraiment le fun pour ça parce qu'il y avait autant des éditeurs des États-Unis que de la France qui étaient présents. Puis tout le monde était un petit peu en mode vacances parce qu'ils n'ont pas tant à s'occuper de kiosques où ils vendent des livres. Ils ont vraiment juste à s'occuper de la C'est de la job faire ça. Les gens, ils sous-estiment, je pense. Quand tu le sais pas, là, c'est vraiment... C'est épuisant. C'est épuisant parce que, tu sais, moi, j'avais 18 meetings en 3 jours. Dont une journée où j'en avais 12. Fait que... Puis tu sais, souvent, ces foires de droits-là, tout le monde est là pour vendre, mais personne n'est là pour acheter. Là, fait qu'il faut... les premiers contacts sont importants parce qu'il faut que tu fasses pour faire établir une relation à long terme avec tes partenaires. Il faut pas que tu penses que tu vas arriver là puis que du jour au lendemain, tu vas te mettre à vendre des droits. Là, ça se travaille. C'est en étape. C'est une étape à la fois. Ouais. Bon. Mais non, c'est ça. J'ai rencontré des gens de Dupuis, de Glénat, qui étaient très gentils. Le responsable de tout ce qui est webtoon chez Glénat, qui est quelqu'un de notre âge là, qui passe ça tout seul. C'est gentil de m'inclure là-dedans. Là. Ben oui, mais là, quand même. Fait que non, c'est ça, c'était bien le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis après ça, ben, c'était Québec, puis Montréal. Oui, Québec, c'est vrai aussi. Fait que c'est pour ça que j'étais pas là, guys. Les gens se demandaient ce qui se passait avec toi. Mais t'avais annoncé que t'allais être parti pendant un petit bout. Là. Ouais, le printemps, c'est toujours un peu intense. Oui. Ben, content que tu sois là, Gauthier. Toi, Simon, tu voulais-tu raconter ton épopée ou finalement, tu en as parlé tantôt? Oui, mais... Non, je peux bien. En plus, il y a de la pop culture là-dedans. Oui, d'impliquer. Mélangé. Puis je me suis dit, je vais raconter ça comme ça va être enregistré. J'aurais pu en parler, en tout cas. Mais pas en fin de semaine, mais l'autre d'avant, j'ai été hospitalisé. Je m'en entre guillemets, mais pour vrai, c'était là. Je l'ai été hospitalisé. C'est ça, il n'y a pas de guillemets. En fait, ce qui est arrivé, c'est un problème avec mon oreille. Là, dans la nuit de jeudi à vendredi, je me suis réveillé, puis là, je chantais comme mon oreille bizarre, mais tu sais, ça me faisait pas mal, ça piquait pas, je savais pas c'était quoi. J'avais l'impression qu'il était juste comme un peu gonflé, mais ça paraissait pas. Puis là, le lendemain, ben je m'en vais travailler. Puis ça me gosse un peu toute la journée, mais rien de spécial. Puis là, le soir, j'avais des amis chez nous, j'écoute la TV, puis là, d'un coup, après avoir mangé, j'ai comme la grosse fièvre qui arrive, mais
genre au début, j'étais comme, ah, hey, je suis bien d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me mets une couverte, je suis comme, mais finalement, après, ça a été comme, tabarnak, c'est intense. Puis là, ben, évidemment, j'appelle Info Santé, ils donnent des conseils. Le lendemain, en fait, avant de me coucher, là, je me rends compte que mon oreille est vraiment comme gonflée. Yeah. Puis le lendemain, je me cherche une clinique, j'essaye au privé, ça coûte bien trop cher. Ouais, c'est rendu cher. Là. Puis c'était à l'autre bout du monde, fait qu'en plus, il fallait que je me déplace en taxi. Fait que là, j'ai fait comme, non, je vais essayer de trouver une clinique normale juste pour avoir des antibiotiques. Puis là, je trouve pas de place, tu fais fuck it, je vais aller à l'urgence. Fait que j'étais allé au CHUM. Mais là, j'étais comme pas préparé tant que ça. À rester là. Ouais, ben, je me suis dit, c'est sûr qu'à l'urgence, ça va être long, mais tu sais, Ouais. je vais passer la journée là, puis à un moment donné, ça va être correct, mais tu sais, j'avais ma tablette avec moi, j'avais mon téléphone aussi, mais qui était à comme 5%, tu sais, fait que j'avais aucun fil pour charger, puis je passe au triage assez rapidement, mais là, après, tu passes à l'inscription, et c'est là que c'est comme très long, parce qu'il y a une personne... Il y a 3 guichets. En tout cas, je veux pas chialer trop sur ça, mais j'ai passé la journée là à attendre qu'on m'appelle. Puis là, je me suis pas nourri parce que je voulais attendre. Parce que d'un coup, il m'appelle puis je suis pas là. Le moment que tu te lèves, il t'appelle, genre. C'est ça. Fait que là, comme... Tu sais, entre-temps, il y a eu un gars qui a menacé une infirmière parce qu'il voulait avoir un docteur. Il y a une madame. De quoi il l'a menacé? Genre... Ben, genre, je veux voir un docteur, là, calice. Ben, plus dans son ton. Ah, qui était... il était agressif. Ouais. Mais la sécurité est arrivée assez vite. Moi, pendant ce temps-là, j'ai lu toute la run de Moon Knight. Laquelle, celle de Jeff Lemire ou de l'autre que tu as parlé? De Jed McKay que j'ai parlé. Ouais. J'ai passé à travers pendant toute la journée. Fait que c'était très bon. Tout en attendant à savoir qu'est-ce qui se passe avec moi. Puis, à un moment donné, il y a une madame qui était là toute la journée aussi, qui avait, tu sais, une madame avec une marchette, puis il y a plein de sacs après sa marchette, qui se promène. Puis là, à un moment donné, elle offrait des chocolats à du monde dans une boîte. Ah. Ouf. Je l'ai pris, esti. Ah non, man, t'étais vraiment en délire. T'avais faim. J'avais très faim, puis je me suis dit, j'étais à l'urgence. Ouais. Tu sais, au pire, ils vont passer plus vite. J'étais tout content. Vu de même, tu sais. Ouais, j'étais tanné, là. Puis tu sais, je suis vraiment patient, moi, là dans la vie, là. Puis j'ai été patient, mais vers la fin, j'étais comme... T'étais là combien de temps? 12 heures de temps? 18 heures de temps? Ouais, j'étais arrivé comme à 11 heures, puis comme je suis passé vers 10 heures à peu près. Ouf, ok, ouais, c'est presque une 12 heures. Ouais, presque à 12 heures. Puis... ouais, une fois que je suis passé, là, ils me mettent dans une autre salle où t'attends le médecin. Puis là, j'ai attendu 1 heure aussi. Ben mais là, t'es en jaquette, puis là, t'es comme, voyons, c'est fou, t'es dans la j'ai salle aucune idée de ce qui se passe, là. Non, oui. Il y a personne qui tient au courant. Puis, mais pourtant, au CHUM, c'est quand même bien organisé. Mais... Ouais, mais il était short staff, puis c'était la fin de semaine. Fait que je me plains pas de tout ça, là. C'est juste que. Ça aurait pu être pire, t'aurais pu comme être Jake, comme il s'est fait strapper le cul après. Mais là, l'affaire. T'aurais pu te faire empoisonner par la vieille madame. Oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, quand j'ai vu le médecin, il a regardé mon oreille puis il dit, je sais pas c'est quoi. C'est le fun, ça. Ben, au moins, il est honnête. Oui, il est honnête. Là, il me dit, je vais aller chercher un ORL. Puis moi, dans ma tête, c'est comme, il va aller le chercher, genre, il est à côté, ou tu sais, fait qu'il va arriver un moment donné. Non, il prend rendez-vous avec le... Ben, genre, il y en avait pas. Fait, mais ça, je l'ai pas su tout de suite, je l'ai su après que il y a une infirmière qui est rentrée puis qui me dit on va prendre votre température rectale. Nice. Puis là, j'ai comme fait OK. Puis tu sais, j'étais tellement surpris que j'ai juste fait OK. Puis elle est sortie. C'est leur tactique. C'est de te surprendre. Ils sont comme... Ouais. Bonjour, ça va bien? Température rectale? Puis là, tu sais, je le fais. Puis là, ça a pas marché la première fois. Puis là, comment ça a pas marché? Je sais pas. Il était brisé, genre? Il était encore à la même température que quand ils me l'ont donné. T'as pété en même temps? Ouais, tu l'as cassé. Je l'ai peut-être pas rentré assez profond la première fois. Je sais pas.
J'étais surpris. T'étais timide de la nuit. Ouais, Ben oui, pourtant, j'étais tout seul. Puis là, après, l'infirmière est rentrée dans la salle avec une autre infirmière qui était comme beaucoup trop magnifique là, pour me dire comme non, ça n'a pas marché. Avec le thermomètre vraiment proche de leur face. Je viens de me rentrer dans le derrière. Y avait-tu un masque? Pas à ce moment-là. Étrangement. Moi, j'en avais un. Puis... non. En tout cas. Puis là, là, après, il y en a une des deux qui dit « Je vais rester avec vous. » Fait que là... T'es pas obligé. Mais elle s'est mis de dos, tu sais. OK. Fait que là, moi, je le fais, puis là... Puis là, j'entends le bip, bip, bip. Là, je dis, là, je pense que c'est fini. Puis là, est-ce que ça a fait bip, bip, bip? Oui. Oui, Chris. Oui, Chris. Puis là, je faisais de la fièvre, chose que je m'étais même pas rendu compte. T'sais. Fait que là, ils me mettent sur une civière, puis là, ils me disent, bon, ben, vous allez passer la nuit. Excuse-moi. Ben ouais, c'est correct. Ils me mettent dans le corridor. Tu sais, on dirait que l'idée que je me faisais d'être dans le corridor d'un hôpital, ça allait comme... Non, c'était moins pire. J'ai trouvé ça plus agréable malgré tout. Tu sais. T'avais-tu une... Habituellement, t'as des rideaux aussi. Là. T'es dans le corridor, ouais, c'est ça. Il y a un rideau. Il y a mon ami Guillaume Dupuis de DCDR qui est venu à la rescousse avec des fils pour charger mes affaires. Ah, c'est fin, ça. Gentil. Ouais. Puis, parce que là, tu sais, il a fallu que j'appelle ma mère avec le téléphone à l'hôpital parce que le mien marchait plus. Puis, tu sais, c'est le seul numéro que tu connais. Là. C'est sûr que tes parents, là, sinon tu peux pas appeler personne d'autre. Évidemment, je conseille aussi aux gens, quand ça leur arrive, là, faites pas comme moi, puis dites-les pas à plein de monde. Parce que là, j'étais rendu gestionnaire de communauté en même temps que je souffrais de tout ça. Genre, tu gérais des rendez-vous. Ben, j'écrivais au monde, c'est ça qui se passe, puis c'est ça. Puis là, je suis rendu là, puis ils me posaient des questions. Tu sais. Hey, pour vrai, je pense que je sais pas le numéro de mes parents par cœur. Je le sais pas par cœur. À partir du moment que j'ai eu un iPhone, j'ai tout oublié les numéros de téléphone. Ouais. À part Je me rappelle de mon numéro de téléphone comme de quand j'étais petit, mais pas... Faudrait que j'apprenne ça. Ça serait utile. Ouais. Puis là, finalement, ils t'ont mis dans une chambre. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, ben, au début, c'est ça. J'ai passé la nuit dans le corridor avec, tu sais, plugué sur le pénicilline, puis les antibiotiques. Ouais. Ah oui, j'ai oublié. Avant qu'ils mettent sa civière, il fallait qu'ils prennent des prises de sang. C'était les deux mêmes infirmières qui trouvaient pas de veine sur mes bras. Fait que là, les deux tapochaient sur mes bras pour trouver des... Fait que moi, j'étais comme un peu crampé, mais en même temps, je souffrais, mais pas vraiment, en tout cas. Puis là, c'est ça, ils m'ont trouvé une veine, mais sur la main. Fait que, tu sais, genre, tout le pénicilline passait par la main. C'était spécial. Puis, fait que là, j'ai dormi là. Le lendemain, j'ai enfin déjeuné. Ben, j'ai enfin mangé. Puis, avec la bouffe d'hôpital, mais j'étais tellement content. Ouais, c'était comment? Parce que moi, quand j'étais là, c'était vraiment de la crap, là, cette bouffe-là. C'était, ben, les premières journées, c'était correct. Puis là, vers la fin, t'es écœuré. C'est vraiment des patates pilées qui coûtent rien. C'est parce que ça goûte non seulement rien, mais moi, dans le temps que je travaillais là, c'était servi dans des cabarets qui gardaient pendant je sais pas combien de temps avant de démonter sur les étages. Donc, on dirait que la bouffe goûtait le plastique. Non, ça se peut. La pénicilline, là. Ouais. Ça buzz-tu? Ça quoi? Ça buzz-tu? Ça buzz-tu? Non, pas vraiment. Malheureusement. J'aurais aimé ça avoir de la morphine. T'ont-tu donné de quoi? Non. Puis en plus, mon grand stress le lendemain, c'était, je voulais mes antidépresseurs. Puis là, eux, ils disent, ouais, on va communiquer avec la pharmacie, mais là, le médecin est occupé, il peut pas. Puis là, tu sais, ça a pris comme toute la journée pour que j'aille mes antidépresseurs que je prends le matin. Fait que j'étais un peu découragé à un moment donné. Ça a été le bout où j'ai mis un petit peu de pression sur le staff. Ouais. Tu sais, j'ai pesé sur le bouton, là, alerte, là, genre. Là, je veux mes antidépresseurs. Mais c'était surtout de l'anxiété. Ouais, tu voulais pas... C'est ça. Je voulais pas en plus rusher de tout ça. Puis là, l'ORL est arrivé, a checké mon oreille, m'a posé des questions, puis il me dit que moi, on va vous garder encore puis vous allez passer des scans. Puis là, ben c'est ça. L'affaire, c'est que l'oreille était affectée, mais pas l'intérieur de ma tête ou l'intérieur du canal auditif. Qui est très bon, là. T'es pas... Ouais. C'est ça. Fait que fallait juste
me donner des antibiotiques pour gérer le cartilage de l'oreille puis que ça dégonfle. Puis c'est ça. Après, ils m'ont donné une chambre. Conseil, allez au CHUM parce que c'est des chambres individuelles. Ouais. Ça, c'était bien. Là. J'avais ma chambre, puis là, j'ai réussi à dormir. Sauf quand ils m'ont réveillé le lendemain à 6 h le matin pour me dire « Hey, vous allez avoir votre congé sûrement cet après-midi. » Puis là, j'ai attendu toute la journée jusqu'à 7 h le soir pour que le médecin il vienne me dire « Oui, t'as ton congé, mais fais attention. » Puis ça, je m'en ai sorti, mais écoutez. Puis entre-temps, j'ai écouté le film La chienne de vie de Pierre Larouche, un film de Roger Normandin. Fait que j'étais un peu dans un drôle de mood, mais j'ai adoré mon expérience. Oui, c'est ça, c'était rien pour aider le manque d'antidépresseurs, là, comme avec ce titre-là. Écoute, j'ai quasiment aimé ça pour vrai. Hein, il s'est tapé tous les films de Bernard Raymond. Il se demandait pourquoi il filait pas à la fin de la journée. Rogers Normandin, c'était bon, mais ouais, c'était toute une expérience. J'avais pas... je pense que j'ai rarement eu à faire avec... à aller à l'urgence, en fait, dans ma vie. Fait que j'apprends. Oui, voilà, toi aussi, c'est ça. Puis ça va arriver de plus en plus parce que on est de moins en moins solide. Ben oui, c'est ça. Voilà. Voilà l'ensemble de la culture populaire. Moi, en parlant de vieillir, c'était ma fête en fin de semaine. C'était samedi, c'était le 8 juin. Puis vous êtes venus, merci les gars. C'était vraiment très cool de voir, de vous voir, mais de voir tout le monde qui se sont réunis pour l'occasion. Et on est allé au mythique, presque mort maintenant, Brewpub Broa, sur Descarrières, celui de Rosemont, qui va fermer ses portes le 16 juin prochain. C'est important pour moi d'y aller. Écoute, au début, je voulais faire ça dans un parc, là, il allait mouiller. Puis finalement, je pense que c'est une bonne chose qu'on soit allé là. Je me suis gavé comme un cochon dans leur poutine galvaude et la pizza mac and cheese, la douteuse, qui était, ma foi, excellente. Je me disais, c'est la dernière fois, fait que je vais mon corps va y goûter, mais c'est correct. Puis non, on a passé la soirée là-bas. J'ai terminé, bien sûr, la soirée avec notre ami Jake. Puis à la fin, on est monté dans la deuxième salle qui était réservée tout au long de la soirée puis de la journée par un groupe de l'UDA parce qu'on n'arrêtait pas de voir des faces de gens qui ont joué dans Watatata et dans d'autres téléromans. Est-ce que vous avez su c'était quoi le party? C'était comme quelqu'un pour récompenser. C'était comme c'était pour rendre hommage à une personne qui travaille à l'UDA. C'est ce que c'est ce que j'y ai compris. Ouais, puis j'ai vu un acteur connu rentrer pieds nus dans les toilettes publiques, là, mais ça, je dirais pas son nom, c'était un petit peu weird. Puis c'est ça, fait qu'on est monté quand le party était fini, puis la salle était vide, puis là, Jake puis moi, un peu chaud d'ail, en train de se faire des câlins. C'est là! On a fait ça là, on a fait les shows, et là, puis là. Puis à un moment donné, il y a un gars que, pendant que nous, deux chauds d'ail, par rapport dans cette salle-là, vide, un gars du staff est arrivé, puis il a dit « Qu'est-ce que vous faites là? » On lui a expliqué un peu déjà pacté que c'était une salle qu'on avait beaucoup fréquentée. Puis là, Jake a essayé de négocier. En passant, là, tu sais, quand Jake a comme perdu son edge, mais il pense qu'il l'a encore. Là. Ouais, il essaie de négocier. Il essaie de négocier, mais là, ce gars-là, c'est sa fête. Là, je voyais là, où il s'en allait, il voulait me faire payer des shots. Là. Je dis non, c'est beau. Puis j'avais déjà en masse bu. Mais non, c'était vraiment cool. Mon bout préféré, c'est qu'à un moment donné, je me retourne puis je dis hey, checkez ça. Puis c'était l'actrice Jessica Barker qui fait maintenant, je sais pas si elle est encore actrice, mais elle faisait des chroniques jadis là, sur ses enfants. Puis là, je voulais rester discret et poli. Et notre ami Phil, que les auditeurs connaissent, s'est retourné et fait Jessica Barker! Genre comme un enfant. Là. Si je l'ai ri, je dis oui, Phil, c'est Jessica Barker des Intrépides. On peut-tu garder une petite gêne? Mais elle doit être habituée. Là. Elle l'a pas entendu. Elle a marqué notre enfance. Ben oui, là. Colin, elle doit se faire reconnaître tout le temps. Là, fait que, c'est sûr. Fait que c'est ça, le bois qui summer. Je dois dire que quand même, là, malgré les effets de l'alcool sur mon système nerveux, j'avais une petite émotion. Là. Quand je suis parti, là, c'était la dernière fois que j'allais y mettre les pieds. Je vais m'ennuyer de cette place-là. On a passé beaucoup de temps, Simon et moi aussi, dans ce bar-là. Ouais. Donc, c'est ça. Le 16 juin, vous avez encore le temps d'y aller. Le staff est encore très, très impliqué. Puis, tu sais, genre, ils sont pas en train de botcher leur job parce qu'ils savent que le bar ferme. Là, fait que j'ai bien aimé ça. Ben aimé ça. Hey, messieurs, on va... c'est l'ensemble de la culture populaire, mais on va embrayer ça. Hein? Parler des problèmes médicaux. C'est ça qui arrive quand on vieillit et on fait un podcast. Une demi-heure de mise à jour de médicale. Mise à jour médicale, voici, où tout le monde en est un petit peu. On va commencer avec un voicemail, un message vocal de Gabriel.
Salut les mystérieux, c'est Gab. Pas Gab du Discord, un autre Gab. Ça fait longtemps que je vous écoute, ça fait depuis 2012, gros fan. Oh. Si je pouvais faire une petite recommandation pour une plateforme pour écouter des podcasts sur Android, ça serait AntennaPod. J'ai découvert ça récemment. Moi, je suis un usager de Apple, mais là, présentement, j'ai un Android. Pauvre toi. Fait que je peux pas utiliser Apple Podcast. Fait que j'utilisais Google Podcast, mais là, Google étant qu'est-ce qu'ils sont, ils cancellent tout. Donc, c'est ça. AntennaPod, c'est très bon, c'est indépendant, il n'y a pas de pub. Je pense que vous pouvez les aider avec des donations, mais sinon, ça va bien. Puis, si vous êtes usager d'Android, checkez ça. Fait que bonne continuité. J'espère des épisodes spéciaux bientôt. Des épisodes d'été, ça pourrait être le fun. Oui. Fait que bonne continuation. Puis, c'est ça. Alright, bonne journée, là. Merci, Gabriel. Je pense que c'est la première fois que tu nous envoies un message vocal, Gabriel. Je suis content de voir qu'il y a encore des gens qui nous suivent depuis très longtemps, quand même. 2012, ça fait 12 ans. Ouais, ça fait un bon bout de temps que tu nous suis. Merci beaucoup. Là, j'ai 2 messages back-à-back, justement, d'une personne qui était là à mon anniversaire. On parle de Alex Rose, qui fait le podcast Les Voyeurs de Vue avec notre ami Yannick Belzile. Là, il essaie de me convaincre de quelque chose, mais je suis vraiment pas... Bon, en tout cas. Bonjour les mystérieux étonnants. Ce message s'adresse à Benoît Mercier. Je suis ici pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle Letterboxd. Ici Alex, le frère Alex de la secte Letterboxd. Ouais. Et je veux simplement parler d'une fonctionnalité peu connue de Letterboxd quand on a un compte payant pro à $20 par année. C'est qu'on peut faire des recherches ciblées. Donc moi, je peux aller dans mon Letterboxd et dire à Letterboxd, s'il te plaît, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a sur Tubi qui est sorti en 1993 et... Oui. Entre 1993 et 1997. Genre d'affaires que tu pourrais demander à ChatGPT, mais en tout cas, c'est ça. Toutes les comédies françaises sur Tubi-là. Bon, j'avoue que ça, il n'y en aura pas beaucoup, mais il va en avoir quelques-unes et tu vas pouvoir les rajouter dans ta watchlist. La watchlist, c'est super comme outil de référence. Ouais. Et en plus, si tu découvres un film que tu voudrais voir, mais qui n'est pas sur une plateforme, qui est sur aucune plateforme, tu la mets sur ta watchlist et Letterboxd va t'avertir quand cette chose-là va revenir sur une plateforme. Ça pourrait être Tubi, ça pourrait être Criterion, ça pourrait être Netflix. Bref, Letterboxd, c'est un outil pour le bien et pour faire un peu passer le message, je veux pas dire de Dieu quand même, mais une coche en dessous, là, le Dieu du cinéma, mettons. Ouais. Donc, c'est ça. Scorsese. J'encourage tout le monde à s'inscrire à Letterboxd et venir avec nous boire le Kool-Aid et non pas le Haterade de Benoît Mercier. Est-ce que ce que tu voulais dire, Alex Rose, c'est plutôt le Flavorade qui était ce qu'ils ont bu dans la communauté de Jim Jones? Tout le monde pensait du Kool-Aid, mais c'était du Flavorade. Attention avec ton True Crime. Il y a laissé un autre message. Celui-là, je ne l'ai pas écouté, fait qu'on va l'écouter ensemble. Bonjour, c'est encore moi. 90 secondes, c'est pas longtemps pour vanter tous les bénéfices de Tubi, mais je voulais dire aussi que c'est pas nécessaire de commenter, de reviewer ou même de noter ou même de dire que tu regardais des films. Tu peux te servir entièrement de Letterboxd comme étant un outil de watchlist ou un outil pour aller vérifier qu'est-ce qui est où. Et oui, tu vas me dire, oui, mais Just Watch, c'est la même chose. Oui. Je comprends, mais je ne crois pas que Just Watch est aussi facile à customiser que Letterboxd, car il y a beaucoup d'informations sur Letterboxd. Mais écoute, prenez pas ma parole à moi, il faut écouter les autres. Tout le monde prêche la bonne parole de Letterboxd. Mais c'est pas un peu la même chose avec Plex, puis avec Plex, tu peux les regarder en plus. La bonne parole de Letterboxd. Écoutez, je m'excuse, mon téléphone s'endort quand je touche pas l'écran pendant que je fais ça, parce que encore là, il est programmé pour dormir, ce qui est quand même, je vous dirais, pas d'adon quand on a au moins 90 secondes de bonnes affaires à dire à propos de Letterboxd. Letterboxd.com. Aussi, allez écouter Les Voyeurs de Vue, où est-ce que les 2 animateurs sont membres de Letterboxd. Bon. Alors, merci. Au revoir. Le lien était douteux là-dessus. Merci, Alex, I guess, mais tu m'as pas convaincu à crisser mon cash dans les poubelles. 20$ par année. Mais t'es pas obligé de payer. Non, je sais bien. Tu peux en avoir un gratuit. Moi, ouais. Je pourrais faire ça, mais je pourrais faire autre chose aussi. Si vous laissez un message vocal comme Alex ou comme Gabriel, peut-être pas comme Alex, mais comme Gabriel, disons. Ben oui, comme Alex. Comme Alex aussi, mais sans parler de Letterboxd, quoique. Allez sur dans le descriptif. C'est correct, Letterboxd. Non, ok, c'est beau, l'arrêter. Simon, il est là-dessus. Laurent, il est là-dessus. Tout le monde est là-dessus. C'est un culte. C'est un culte, Letterboxd.
Moi, je suis là-dessus. Ouais, ben c'est un bon culte. C'est du cinéma. Ouais, c'est du cinéma. Allez sur dans le descriptif de l'épisode, il y a comme un lien vers notre SpeakPipe. Vous laissez un commentaire, suggestion, whatever, nous dire d'où vous nous écoutez, depuis quand vous nous écoutez. C'est super simple. Puis vous pouvez écouter le message vocal avant de pouvoir l'envoyer. Donc, il n'y a pas de problème. On va y embrayer avec toi, Simon. On commence avec toi pour les nouvelles. On peut bien. On va faire ça. Si je suis capable de trouver ton thème, il est là. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je vais vous parler d'un... En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné au spectacle. Wow. Le spectacle des mystérieux étonnants. Oui, notre spectacle. Notre danse spectacle hebdomadaire. Oui. J'ai parlé du coffret que Severin sortait sur les films avec les clones de Bruce Lee. Mm-hmm. Et là, je l'ai reçu. Je l'ai avec moi ici pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai regardé jusqu'à maintenant là-dedans. Parce que le premier disque, c'est un documentaire sur les films avec du Bruceploitation. Mm-hmm. Donc, c'est quand des gens à Hong Kong ont décidé, après la mort de Bruce Lee, et que Bruce Lee est en train de devenir une grande vedette, puis qu'il est mort vraiment au début de sa carrière, là, de son exact, élan. C'est le plus haut de son fame. Eux, ils ont décidé, on va faire d'autres films, puis on va soit mettre en scène des gens qui ressemblent à Bruce Lee, des gens qui vont jouer Bruce Lee, ou des gens qui vont jouer les personnages que Bruce Lee jouait. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup de ça. C'est réalisé par David Gregory, qui a fait... entre autres, le documentaire Blood and Flesh, The Real Life and Ghastly Death of Al Adamson, qui était un autre personnage du cinéma d'exploitation, et aussi le film Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. OK. Documentaire sur le film duquel Richard Stanley s'est fait congédier, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, le film, le titre du documentaire, c'est Enter the Clones of Bruce Lee, qui est sorti en 2023. Chose aussi que je veux mettre à l'avant, c'est que une des personnes qui est dans le documentaire, mais qui a aussi produit, c'est un gars qui s'appelle Michael Ward. Et ce que je trouve le fun, c'est que ce gars-là, dans les années 90, a fait des films d'arts martiaux, entre autres pour Pépin Méry. Donc, c'est un gars qui a comme une petite carrière de quelques films d'action un peu poche, là, comme Fist of Iron et Final Impact. Mais c'est aussi un gars qui aime beaucoup ce genre de film-là, et il a sorti un livre qui parle du Bruceploitation, mais aussi de l'art des posters des films. Et là, c'est ça, il a participé beaucoup au film, et il est aussi dans le coffret en général, il présente les films. Comme un petit... comme un genre de horror show host, mais version... Genre, mais vraiment petit. C'est une option. Si tu fais play, tu peux dire je choisis avec l'intro, puis il donne quelques détails, puis c'est le fun. Mais c'est ça. Là, pour le documentaire, on se concentre surtout sur 3 des clones de Bruce Lee, c'est-à-dire Bruce L.I., Lee et Dragon Lee, mais il y a aussi Bruce Leung et Bruce Lai. Il y a aussi Wal Bruce Lee, je pense. Oui, il est là, mais personne qui l'aime bien. Non. Puis il y a aussi dans les intervenants, chose qui m'a fasciné, c'est qu'il y a Godfrey Ho et Joseph Lai, donc les 2 figures des films des ninjas des années 80 qui viennent de Hong Kong, qui piquaient des scènes de d'autres films et qui mélangeaient ça avec des films de ninjas. Puis c'est le fun de les voir parler de ça, parce que ils ont comme profité de la vague aussi. Et il y a un caméo de Jean-Marie Palardy qui se fait interviewer. C'est un Québécois? Non, c'est le gars qui a réalisé Wildfire, Vive pour survivre. Oh fuck, ok, c'est ce gars-là.
Ouais, parce que lui, il a produit et joué avec Bruce Lee dans un film français Hong Kong. Ça. Ouf, ouais, là, tu l'as pas vendu pour moi. Là. Ah, ouais, Bruce moi, Lee avec le gars qui a fait Wildfire, puis il y a des Français. Ouais. Bon. Puis, ben, c'est ça, le documentaire est super intéressant parce que ça présente vraiment. Il y a le pourquoi ils ont fait ça, puis il y a toutes les versions et les stades ou plutôt les airs de ces films-là. Comme quoi, tu sais, un peu comme le spaghetti western, que au début c'est sérieux, puis vers la fin t'as des comédies parce qu'à un moment donné tu sais plus quoi faire. Ouais. Puis il y a ça dans ces films-là, mais c'est ça, c'est l'exploitation de l'image de Bruce Lee dans toutes les possibilités que tu pouvais avoir, autant le personnage que l'acteur. Fait que t'as beaucoup de films de c'est lui qui revient des morts, ou il est pas vraiment mort, ou fait qu'il se mettait, il faisait pas juste ressembler à Bruce Lee, là. Non, il jouait, des fois il jouait l'acteur, ou des fois il jouait des personnages que Bruce Lee a fait. Mettons, il a fait de Big Boss, ben là il y a de Big Boss 2, puis là c'est le même personnage mais joué par un autre qui ressemble à Bruce Lee. Mais il y a aussi, et là je tombe dans les 2 premiers films que j'ai regardés dans le coffret, des films qui sont un peu un commentaire en même temps sur le genre, parce que là, c'est surtout le premier qui s'appelle The Clones of Bruce Lee, qui est sorti en 1980, et c'est un scientifique qui clone Bruce Lee. 3 fois. 3 fois. C'est le Avengers des Bruceploitation. C'est le Spider-Man clone saga des Bruce Lee. Oui, exact. Mais là, c'est parce que là, t'as les 3 principaux. Mais en fait, non. Dans les 3 principaux, il y en a 2 qui sont dans ce film-là, puis il y en a un autre, un nouveau, que je ne savais pas. Il y a Dragon Lee, il y a Bruce Lee, il y a Bruce Lee, mais il y a aussi Bolo Young. Bolo Young apparaît dans beaucoup de ces films-là, surtout à cause qu'il a joué dans Enter the Dragon avec Bruce Lee, puis que là, les gens voulaient que les deux se battent. Fait que là, ils ont décidé de faire ça dans tous les autres films. Mais Bolo Young joue pas un Bruce Lee dans ce film-là. Non. Parce que Bolo Young a l'air de... Tu sais, comme si tu rajoutes de l'eau à Bolo Young, il devient Bruce Lee, mais sinon, il a l'air d'un concentré de Bruce Lee. Ouais. C'est comme un chichichichia. Oui, un Anianipu. Un chichia. Ouais. C'est comme un cube de bœuf, en fait, de bouillon de bœuf. Oui, c'est ça. Mais, en tout cas, allez taper Bolo Young, vous allez comprendre. C'est fucké parce que tu pourrais pas faire ça avec un acteur qui fait pas des arts martiaux. Tu pourrais pas dire... puis même de nos jours, ça serait vraiment difficile de faire comme un Jackie Chan des clones de Jackie Chan. Tout le monde serait comme, mais voyons, c'est pas possible. Là. Fait que c'est marqué par l'époque, puis par... Mais il y en a sous-genre. Il en parle un peu il parle de Jackie Chan comme quoi il était très différent de Bruce Lee, mais que à cause du Bruceploitation, il y avait des gens qui allaient imiter Jackie Chan. Fait que t'as des imitateurs de Jackie Chan, mais surtout dans ses premières années, là, plus maintenant. Parce que tu sais, c'est comme dire, mais Bruce Lee c'est comme un personnage, alors que c'était lui, tu sais. Ouais, c'est ça qui est fascinant. Il voit vraiment comme un personnage, un super-héros. Puis tu sais, il explique qu'à un moment donné dans le documentaire que tu sais, quand il donne un petit coup de pouce sur son nez, là, puis que là, tous les imitateurs font ça, mais c'est genre juste parce qu'il y avait chaud. Puis genre, ça dégoûte. Hey, je pense que même Keanu Reeves le fait dans Matrice. C'est ça, c'est tellement c'est geste, random, c'est ça, mais ça a marqué l'imaginaire. Très iconique. Tu sais, dans Ip Man, tu vois le jeune Bruce Lee, là, je pense que c'est dans le 2 ou dans le 3, puis à la fin, puis la première chose qu'il fait, c'est cette affaire-là. Il y a genre 8 Moi, ans. je pense que ça me dérangerait pas qu'il y ait, quand Keanu Reeves ou Bill Murray meurt, que tout le monde dise non, ils sont pas morts. Ouais. Voici le nouveau Keanu Reeves. Du Murray-sploitation, ça serait malade. Et le nouveau Bill Murray. Ouais, puis là, tout le monde accepte. Tout le monde est comme, ah oui, c'est vrai, c'est Keanu Reeves. Puis là, c'est plein d'acteurs qui ressemblent un peu à Keanu Reeves, mais pas beaucoup. Ouais. Qui le font dans plusieurs situations. Ouais.
il faudrait pas que ça soit du AI. Il faudrait faudrait que ça soit visible quand même, que c'est une autre personne, mais que tout le monde est comme accepte ça. Ouais. Puis, tu sais, dans le Bruceploitation, c'est qu'en plus, tu peux faire que, mettons, les plateaux de tournage, il y a les triades qui sont là, puis qui s'en prennent au monde. Fait que t'as comme c'est comme facile de virer ça il y a des méchants en plus. Ouais. Puis tu vois juste dans celui-là, dans The Clones of Bruce Lee, à un moment donné, il y a une scène où il adresse le fait qu'ils font des copies parce que t'as un producteur de film qui dit « Ah, on pourrait utiliser son image pour faire plein d'autres films. » Puis là, le méchant dit « Oui, puis en même temps, je vais pouvoir faire le trafic de diamants. » Pourquoi? Parce que les histoires... Qu'ils sont méchants en plus. Là. Ouais. Wow. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, je dois avouer que j'ai manqué un petit peu des bouts de ce film-là parce que je m'endormais. Je pensais que tu allais dire que j'avais mal à l'oreille. Mais... Non. Mais en même temps, c'était pas bien grave, mais c'était très divertissant pour ce que j'ai vu, pour le scientifique fou qui veut absolument contrôler le monde en contrôlant 3 Bruce Lee. Mais là, les Bruce Lee, ils deviennent self-aware, puis là, ils font comme « Hey, il en est pas question », puis là, ils décident de se battre contre les méchants, tu sais. Ouais, fait que il y a ce film-là, puis après j'ai écouté Enter Three Dragons, qui est un peu la même. Ben, c'est pas des clones, là, c'est des frères. Mais les 3, ils ne sont jamais ensemble en même temps, comparativement à l'autre. Fait que tu sais, c'est un peu comme ben là, pourquoi? Ben là, tant qu'à ça, faites-le pas de même. Je veux dire. Ben c'est ça. Puis honnêtement, j'ai rien compris à l'histoire, mais il utilise beaucoup la soundtrack de Midnight Express, puis le dubbing est vraiment, vraiment drôle. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est tout le temps un peu divertissant, mais à un moment donné, les batailles, il y en a comme trop, là. Comme, ouais, je sais, vous vous battez, là, puis ça fait tout le temps le même bruit, mais... J'aime mieux le wacky stuff que les batailles. Je sais que j'en avais parlé quand j'avais parlé du coffret à l'émission. Ouais. Il y a le film où Bruce Lee se retrouve en enfer puis il rencontre Emmanuel, Clint Eastwood, Popeye, Dracula avec des momies. En tout cas, ça là, j'ai hâte de le voir. Hey, ça a l'air d'être un hot dog Michigan all dress. Ouais. Qu'est-ce qu'Emmanuel fait avec toutes ces personnes? C'était une pécheresse, Gauthier. Ah, ok. Emmanuel de Bleu Nuit, les Popeye, c'est pas un pêcheur. Ah, c'est un pêcheur dans l'autre sens. Ouais, mais peut-être que Popeye, l'affaire, c'est qu'il vénérait un faux dieu, qui sont les épinards. Peut-être. C'était pas viré vers Jésus. Je pense pas qu'il faut trouver le sens. Non, je pense qu'il faut juste accepter. Ouais, c'est ça. Est-ce que Popeye, c'est un pirate? Non, je pense pas que Popeye, c'est un pirate. C'est un marin. C'est un marin. C'est un marin. C'est un vrai marin. Popeye, le marin. Il y a plus à voir avec un mercenaire qu'un pirate. T'sais, si tu veux aller vraiment dans ces eaux-là, parce qu'il y a un peu un gun for hire, mais genre de la marine. OK. J'accepte. C'est vrai qu'il est supposé avoir aussi James Bond dans ça. Là. Ah ouais. James Bond puis Popeye. Clint Eastwood, Popeye, Dracula. Eastwood, moi c'est ça qui me fait capoter. Genre, Clint Eastwood est là. Genre. Je peux comprendre que James Bond soit en enfer. Oui. Tu sais, pas tout le temps clean, ces affaires. Ben non. C'est la limite, des fois. Il y en a tué du monde, là, même s'il y a un permis. Ouais, c'est pas Dieu qui va dire comme, ben là, il y a un permis. Ça veut dire que dans ce film-là, s'il était fait aujourd'hui, il pourrait avoir Nathan Drake, le personnage des jeux vidéo, Nathan Drake, l'explorateur. Parce que tuer tellement de monde juste pour essayer de récupérer un trésor ancien, c'est épouvantable. Et c'était quoi les noms de ces films-là, M. Simon? Le documentaire, c'est Enter the Clones of Bruce Lee. Sinon, les 2 films, t'as The Clones of Bruce Lee et Enter Three Dragons. Puis, ben, je vous conseille le coffret. C'est vraiment une belle pièce. Et sûrement que... Oui, c'est encore disponible. Sinon, ben, vous pouvez toujours attendre à Fantasia. Je suis sûr qu'ils vont avoir un kiosque où vous allez pouvoir l'acheter. Excellent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, ça a été annoncé. Je ne sais pas si la date n'a pas été annoncée pour l'instant, mais le film Wake Up de nos amis de Roadkill Superstar sera projeté à la prochaine édition du Festival Fantasia. Donc, la date va être annoncée plus tard.
Moi, je le sais. Mais sinon, ça peut être annoncé officiellement publiquement. Mais là, allez acheter vos billets quand ça va être ouvert parce que ça va partir comme des petits pains chauds. Écoute, c'est 2 années back-à-back, là. L'année passée, c'était We Are Zombies, qui va d'ailleurs sortir en juillet dans les salles au Québec. Le 7 juillet. Quelque chose comme ça, ouais. Ça a été annoncé quelques semaines de ça. Ouais. Puis là, tu vois, c'est Wake Up qui s'en vient pour Fantasia cette année pour la gang de Roadkill Superstar. Est-ce que tu veux continuer, M. Gauthier? Certainement. Pendant les... Ah, c'est vrai, j'ai ça. Ça fait longtemps. Et rouillé. Un petit peu. Et il est rouillé. Un petit peu. Ah. T'ennuyais-tu de ça? Ouais. Et voilà, t'es summoné. Je monte plus souvent de niveau ici qu'à Diablo 4. Ah oui? Ils ont joué avec les mécaniques un peu? Ah, ben non, c'est mieux qu'avant, il paraît. J'ai parlé avec Étienne à ta fête, là, et notre ami Étienne Cormier, puis... C'est-tu Étienne qui m'a parlé de ça ou c'est Andy? Je pense que c'est Andy qui m'a parlé de Diablo 4. Il a essayé la saison 4 puis il a vraiment aimé ça. Ben, il a plus aimé ça qu'avant, que les autres. Mais moi, j'ai pas essayé encore. Mais pendant mes voyages de littérature, j'ai aussi regardé des livres et lu des livres. Donc, j'aimerais ça vous parler de mes petites découvertes, en fait, depuis quelques temps. Et c'est au Festival de BD de Québec, en fait, que ma première trouvaille a été faite. Et c'est, je ne sais pas si Laurent vous en a parlé, peut-être, en fait. C'est le collectif La Flopée. Non, c'est le premier. Je pense pas qu'il nous a parlé de ça. C'est un magazine, un genre de collectif qui est publié par un groupe qui s'appelle Nick à Feu, qui est une nouvelle petite maison d'édition de la ville de Québec. Et c'est notre ami François Simard qui dirige ça. Et là, je parle pas de François Simard de Roadkill Superstar. Un autre François Simard qui dessine, lui aussi, et qui vient de la ville de Québec, qui travaille dans le milieu du design, du graphisme, puis qui a décidé, en fait, de lancer ça cette année. Il trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup, en fait, de collectifs qui étaient... de bande dessinée de la ville de Québec, en fait. Fait qu'il s'est dit, ben, je vais rassembler des artistes, je vais faire ça. Puis c'est vraiment, c'est super intéressant. C'est vraiment axé aussi autour de la ville de Québec. Fait que c'est plein d'artistes qui viennent de là, mais qui parlent de la ville de Québec aussi. Moi, je trouve ça prend ça au Québec pour continuer à développer le milieu de la bande dessinée. C'est super important. Ben, t'en as édité pendant longtemps aussi que Front Froid, le Front, c'était ça. Là, ouais. C'était pas sur la ville de Québec, mais c'était des talents de partout dans la province. Ouais, c'était des collectifs. On en a fait 9, je pense, ou 10. Et puis, c'est vraiment le fun parce que ça permet à des jeunes auteurs de faire leurs premières armes puis de publier juste des petites bandes dessinées, que ça soit de 4, 5, 6 pages. C'est pas grave. Ça permet de faire des histoires complètes, puis de se faire la main, puis de rencontrer des gens, puis de rencontrer un lectorat assez rapidement. C'est super bien fait. Moi, j'ai vraiment des coups de cœur dans ce collectif-là, là, dont une nouvelle qui s'appelle Le Grand Atlas de l'Insolite, faite par Jonathan Richard, qui est comme une espèce de récit de ses fascinations pour la géographie, l'étymologie et la typographie. Puis la toponymie aussi un petit peu. Fait que il fait juste, en fait, nous parler de places à Québec qu'il aime vraiment, de noms vraiment bizarres, de rumeurs qu'il y a un souterrain à telle place. C'est quoi les plus petites rues vraiment bizarres où il n'y a pas nécessairement de porte, des choses comme ça. J'ai trouvé ça vraiment une belle utilisation de comme c'est juste ses passions dans la vie. Puis il réussit à bien nous communiquer ça. Il y a quoi d'autre aussi que j'ai beaucoup aimé? L'histoire Bleu banlieue de Pascal B, qui est vraiment super belle, super touchante. C'est toutes des histoires en noir et blanc, mais vraiment au niveau de la diversité des ambiances, puis des histoires, des vibes. Il y a vraiment de tout dans ce collectif-là. Puis la dernière histoire aussi est de François Simard, justement, qui est comme une histoire de kaiju, mais québécoise. C'est vraiment super bien fait. Bravo, François. Bravo.
très belle bande dessinée. Puis on espère qu'il va en avoir plus qu'un. Donc, allez l'acheter si vous voulez l'encourager. Il en reste au Port de Tête à Montréal, à Le Guélion, chez Planète BD et sûrement que Pantoute à Québec en a aussi, étant donné que c'est une gang de Québec. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Si vous voulez découvrir des nouveaux talents, puis là, oui, c'est beau de dire encourager la BD québécoise, là, mais c'est pas juste encourager la BD québécoise. C'est vraiment bon. T'sais, vous le faites pas juste pour encourager. Ouais. Vous allez aimer trouver ça. votre compte quand même. Génial. Ouais. Puis sinon, ça c'est plus... c'est moins disponible, je pense. Je pense qu'il faut trouver Xavier Cadieux en festival. Oh, attends, Wow. je l'ai tué, moi, parce que moi, il m'a donné des fanzines. Ben, j'ai acheté des fanzines quand j'allais le voir. Est-ce que tu as lu Fusée le chien, artiste de bande dessinée? Pas encore, mais je l'ai acheté quand j'étais allé le voir. Parce que là, ça avait l'air que ma foi. Puis moi, j'ai acheté son petit livre de caca aussi, là. Parce qu'il fait. Je sais pas si tu as vu, c'était un autre petit fanzine fait par ses étudiants. Puis ça s'appelle le livre du caca ou une affaire dans même. Le titre, il m'échappe, là, mais. Je sais qu'il fait des affaires aussi avec son fils, il me semble, de temps en temps. Ouais. Mais pour vrai, c'est ça, Xavier Cadieux. Je suis un peu biaisé là, parce que je suis son éditeur aussi pour les pires moments de l'histoire. Mais pour vrai, les fanzines que Xavier Cadieux fait, si vous avez la chance de vous les procurer, faites-le parce que c'est tellement drôle, c'est tellement bien fait. Là, dans le cas de Fusée le chien, artiste de bande dessinée, c'est comme les péripéties de Fusiller le chien. Là. C'est un chien, puis il fait de la BD, puis là, tu passes à travers toutes les étapes de publier un livre, publier une bande dessinée. Fait que c'est comme une espèce de manuel sur comment faire de la bande dessinée qui est comme divisé en plusieurs épisodes. J'adore ça. Il est tellement fin, Fusée. Genre, je veux être son ami. Puis il travaille avec un scénariste un peu comme... Tu sais, évidemment, le scénariste, c'est un chat, genre. Puis le chat, il est comme un petit peu aigri, puis dark. Puis c'est sûr que le chat, il écoute The Cure, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment drôle. Si vous vous intéressez le moindrement à la bande dessinée, puis à... C'est quoi faire la bande dessinée? C'est ça, il montre comment on fait de la bande dessinée dans le fond. Oui, c'est vraiment le fun. C'est comme une version pas rapiécée, mais résumée des mangas de bande dessinée là, sur comment faire de la BD. Il me disait, je sais pas si c'est sa mère ou sa belle-mère, tu sais, comme par exemple, elle savait pas c'était quoi un éditeur, ou elle savait c'était quoi un éditeur, mais elle pensait pas qu'on avait besoin d'un pour faire de la BD, ou un distributeur, c'est quoi, tu sais. Il y a plein d'éléments il me disait qu'il y avait peut-être des idées pour un deuxième tome, là. Ça va peut-être ça serait fun, j'aimerais ça. Puis tu sais, c'est sûr que t'as pas besoin nécessairement d'un éditeur pour faire de la bande dessinée, mais c'est ça qui t'explique justement là-dedans. Fait que c'est ça. J'ai vérifié sur les libraires, il est pas. C'est vraiment un fanzine. Il n'y a pas d'ISBN, c'est plié broché. Il a peut-être laissé en réserve chez Planète. Peut-être que chez Planète, ils ont un petit kiosque là, avec des fanzines. Peut-être qu'il y en a là-dedans. Ouais, bref, gros coup de cœur. Je veux vraiment que Fusée le chien, ça soit mon ami. J'ai vraiment hâte de voir d'ailleurs, là, je sais qu'il vient de terminer, il n'a pas terminé un projet, mais ils sont dans le processus là, avec Alexandre Fontaine-Rousseau de faire un nouvel album, puis c'est eux autres qui avaient travaillé sur la pitoune et la poutine, pardon. Puis j'ai vraiment hâte de voir cette affaire-là. D'ailleurs, shout-out au fait que dans notre moment en fin de semaine où on se disait, voyons pourquoi il y a plein d'artistes, il y a Charles Beauchesne qui a popé à un moment donné dans le bar parce qu'il organisait un surprise pour sa blonde, et il avait peur que l'autre party de l'UDA, parce que c'était du monde artistique, avait cannibalisé ses invités. Ouais. Fait que c'est un peu un moment whack. Ouais, c'était vraiment très... c'était spécial. C'était spécial. Ouais. Sinon, permettez-moi de faire une dernière petite plug. En fait, j'ai réussi à mettre la main sur le dernier numéro de Métal Hurlant, le numéro 11, qui est sorti en France depuis quelques semaines et qui va être disponible ici au Québec à partir de la fin juillet. Et en fait, j'ai pu me la procurer en avance parce qu'un de nos auteurs, Alexis Mandeville, publie dedans. Fait que si jamais vous avez lu la bande dessinée Vision de Alexis Mandeville qu'on a publié au mois de mai chez Front Froid, eh bien, sachez que dans le numéro 11 de Métal Hurlant, il y a une histoire qui se passe dans le même univers. Fait que c'est
C'est pas la même chose. C'est comme une petite histoire bonus, en fait. J'ai feuilleté le Métal Hurlant du mois dernier, donc celui qui avance ce numéro-là. Durant le BDM, il y avait une copie chez Planète BD, puis ma foi, il y a du bon stock là-dedans. Là. J'étais agréablement surpris. Ce n'est que pratiquement que des BD back-à-back. Ouais, c'est ça. Il y a du matériel. Là. Puis c'est comme une trentaine de dollars, mais je pense que ça vaut la peine pour la quantité d'auteurs qu'il y a là-dedans. Là. C'est un bel achat si vous êtes curieux. Ouais, ça aussi pour découvrir des nouveaux et des moins nouveaux talents. Je pense que Alexis, c'est le 2e Québécois à avoir publié dans Métal Hurlant. Donc, on espère que c'est pas le dernier. Sûrement pas. Sûrement pas. On se croise les doigts. Mais merci. T'avais-tu fini, Gauthier? Pour le moment, oui. Excellent. Moi, j'ai une petite nouvelle rapidos. Fait que, tantôt, on parle de Transformers, gang, en fin d'émission. On parle de la nouvelle série qui est sortie, qui est publiée chez Skybound, la compagnie de Robert Kirkman, le créateur de The Invincible et de... vous le connaissez, de Walking Dead et compagnie. Mais Transformers, ça existait, les G.I. Joe, bien avant, justement, cette série-là. Quoique... je pense que Kirkman fait d'autres choses avec cette série. On va en parler tantôt, ça va être vraiment le fun. Mais il y a eu beaucoup de G.I. Joe qui ont été publiés au fil des années, notamment une série dans les années 80, en 82 exactement, du côté de Marvel Comics. C'était Marvel qui éditait les comic books de Transformers et de G.I. Joe. Puis il y a une série qui a été écrite pendant plusieurs années par Larry Hama. D'ailleurs, Larry Hama fait une apparition dans l'épisode de The Toys That Made Us, où il parle de la création des G.I. Joe. Donc lui, il écrit encore. Il écrit encore aujourd'hui. Je pense qu'en fait, la série maintenant est rendue chez Skybound, mais ne fait pas partie de ce qu'on appelle le Energon Universe, qui est un espèce d'univers consensuel avec les Transformers, les G.I. Joe, puis la série Void Rival. Donc, cette série-là, elle est appréciée par les fans de comic book puis de G.I. Joe depuis plusieurs décennies, et ils se sont dit du côté de Skybound, maintenant qu'on a les droits pour G.I. Joe, on va rééditer l'entièreté pour la première fois. On va, comme tout, prendre les numéros, toutes les specials qui sont sortis au fil des années, même les numéros sold out qui sont difficiles à trouver, puis on va faire une série de 4 compendiums avec des couvertures hardcover, donc des couvertures rigides. Puis comme c'est comme la gimmick avec les jeux de table, on va lancer un Kickstarter. Fait qu'ils ont lancé un Kickstarter le 28 mai dernier. Et écoutez, ma foi, là, c'est assez incroyable. Il y a de G.I. Joe, The Real American Hero. Ça, c'est la première série qui avait été éditée jadis. G.I. Joe Special Mission, G.I. Joe and the Transformers, G.I. Joe Order of the Phoenix. Ça, c'est le crossover avec Harry Potter. Et G.I. Joe Special numéro 1. C'est pas vrai pour Harry Potter. Les couvertures là, pour les compendiums sont signées par l'art de Andy Kubert, qui a travaillé longtemps sur X-Men, et Brad Anderson. C'est des très beaux livres. Vous avez le choix entre 2 éditions, la version G.I. Joe et la version Cobra, donc une version bleue ou une version rouge, et les dessins changent en fonction. Il y a plein de perks si vous voulez vous lancer là-dedans. Il y a des cartes faites sur mesure, des cartes à jouer. Pas des cartes à jouer, mais comme des cartes de collection. Plein de cossins. J'imagine, je suppose ici, là, qu'éventuellement, cette série-là sera aussi disponible en boutique. Mais pour l'instant, ce n'est que sur le Kickstarter de ce projet-là que c'est disponible. Et ça va être une courte campagne de sous-financement, parce que ça a été lancé le 28, comme je disais tantôt. Et la dernière journée pour contribuer, c'est le 18 juin. Donc, c'est bientôt, là. Je pense qu'ils savent qu'ils vont rentrer dans leur argent. Ils n'ont pas besoin d'étendre ça sur 2 mois. Et écoute, j'ai pas l'argent, là, mais ça me tente. Là. Ça a l'air d'une bonne série. C'est de son époque. Hein? Il y a des gens d'ailleurs qui ont acheté la série G.I. Joe de Larry Hama qui est publiée maintenant chez Skybound. Et ils m'ont dit, non, il paraît que G.I. Joe c'était super bon, puis c'est écrit bien vieillot. C'est 2 univers différents. Là. On parle c'est pas la même chose, pas en tout. Là. On a le Energon Universe, puis ils ont donné à Larry Hama la chance de pouvoir poursuivre sa série. C'est 2 affaires différentes. Voilà. Donc, si ça vous tente d'aller sur Kickstarter, c'est encore disponible jusqu'au 18 juin. Ça coûte des bidous, par contre. Puis il y a des frais de livraison, puis tout, mais ça, je pense que si vous êtes fan, ça va valoir la peine. Simon, on continue avec toi? OK. On y va. Krakoa. Yes. C'est fini. Fini, man. Je vais revenir. Oui. T'as l'air triste. En général ou juste là? Non, juste là. Juste là. Je connais ton mode par défaut quand même. Là. Oui, je suis triste, oui, parce que, écoutez, c'est un gros morceau des X-Men qui vient de se terminer. Puis j'avais pas parlé de la fin, en fait, de qu'est-ce qui se passait. J'attendais de finir. Puis
Peut-être. Je te dirais que la fin, c'est un peu rushé. Ah, c'est rushé? C'est donc bien décevant, ça. Ouais, je trouve qu'il y avait tellement de trucs qui ont été comme un peu mis de côté juste pour finir l'histoire, mais en même temps, ils ont rajouté du stock que c'était peut-être pas nécessaire. Il y a comme une longue histoire que moi, j'ai pas vu venir, mais que si tu relis le stock, tu dis, OK, il y avait des éléments de ça, mais que là, c'est pas un spoiler, là, c'est un peu ce qui se passe, mais pendant après le Fall of X qu'il y a eu, après la mort de plein de X-Men, puis que le restant se battait contre Orchis et c'était quoi d'autre? Ben, en tout cas, ils se battaient contre ceux qui comme l'intelligence artificielle et aussi les humains qui sont ensemble contre les mutants. Mm-hmm. Il y avait tout ça, mais ils ont rajouté le fait que Sinister a, oui, avec 4 de ses clones, son but ultime, c'était de devenir un Dominion, c'est-à-dire un espèce d'être entre la réalité et l'espace-temps qui est capable de... En tout cas, il devient ce Dominion-là. Mais en même temps, c'était comme c'était comme un truc que c'était là, mais que je comprenais pas trop pourquoi. Puis que finalement, ça se règle à cause que Phoenix, il donne un coup de poing. Phoenix est un peu le leitmotiv, pas le leitmotiv, mais le MacGuffin qu'on va chercher des poubelles quand on veut régler les choses facilement. Là. Ouais, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, il y avait les 2 séries, Rise of House of X et Fall of House of X. Puis, tu sais, c'était comme correct. Puis là, il y a eu le dernier numéro, X-Men 35, qui est aussi Uncanny X-Men 700, entre guillemets. Que là, les auteurs principaux finissaient comme l'histoire. Puis le numéro était bon en tant que tel, mais il y a comme des éléments qui manquaient. Puis tout ça, toute ma lecture de l'ère Krakoa, c'est un peu, je trouve, ça fait comme une relation qui finit comme un peu mal. Genre, t'es super excité au début, c'est super le fun. Et puis là, à un moment donné, il y a des affaires que tu veux faire, mais finalement, l'autre veut pas. Je parle des activités. Là, oui, je parle pas d'autre chose. Puis, fait que tu penses que ça s'en va quelque part, ça s'en va ailleurs, puis là, finalement, ça finit que t'es comme... Okay. Tu viens de décrire beaucoup de mes relations. Là. Ben, je pense que j'ai décrit beaucoup de relations de beaucoup de monde. Oui, je niaise. Puis c'est où le bout là, que la série te brise le cœur? Ah ben... Elle te rappelle jamais. Puis, ouais, malgré que, tu sais, le dernier numéro, je m'attendais à avoir plus d'émotions que ça, mais j'en ai eu plus avec un special qu'il y a eu sur le mariage de Mystique et de Destiny juste avant, tu sais. Puis, là, il arrive il y a comme Apocalypse qui redevient méchant dans le dernier numéro, parce que, tu sais, faut retomber dans un espèce de statu quo pour passer à d'autres choses, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve que ça s'est fait vite, ça s'est fait rusher. Malgré tout, ils ont réussi à comme faire une couple d'affaires qui étaient bien, mais il y a des éléments que j'aurais aimé qui soient plus développés. Puis, je suis pas particulièrement excité pour ce qui s'en vient. Pour la suite, ouais. Mais tu sais, je vais donner une chance, mais je vais peut-être attendre qu'il y ait une couple de numéros qui soient sortis pour me relancer là-dedans, puis continuer à lire le vieux stock pour me rendre, pour revenir à Krakoa éventuellement. Mais, fait que c'est ça, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, puis tu sens que éditorialement, ça a été rushé. C'est drôle parce que j'y ai cru, moi, pendant un bout, qu'il allait garder ce statu quo-là de Krakoa pendant longtemps. Ça fait quoi, 5-6 ans que ça roule, sa patente-là? Depuis 2019. Ah, OK, c'est pas si pire, mais quand même. Moi, j'étais sûr que ça allait durer beaucoup plus longtemps.
Puis là, ils mettent la fin là-dessus, ils mettent la lâche là-dedans. Ouais. Puis, il y avait tellement de potentiel. C'est ça, t'as une impression de retour en arrière. Il y a toujours une espèce de retour au statu quo dans les comic books, mais des fois, on dirait que tu peux te le permettre. Là. C'était une bonne idée, là, l'idée de Krakoa, puis l'impact que ça avait dans la politique, la géopolitique planétaire. J'ai l'impression d'assister, je ne l'ai pas lu, là, mais j'ai l'impression d'assister à un Genosha 2. Où tu as un retour en arrière. C'est l'élimination d'une nouvelle nation mutante pour revenir à un statu quo. Ouais, c'est exactement la même chose. J'ai tout lu, là. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités avec avec ça, là, ce que mais toi qui aimes le world building, Gauthier, hein? Oui. Puis que le world building n'est pas juste un artifice. Je pense que Krakoa, ça serait... Si tu avais des X-Men à lire dans ta vie, là, je pense que cette période-là... Ça serait ça? Ah oui. Ouais. Je te suggérerais peut-être pas de tout lire, mais il y a quelques trucs vraiment très bons. Yes. OK. Mais... c'est du high concept. C'est de la science-fiction, t'en veux, t'en as. Là. OK. Puis, je voulais... Bon, j'ai eu un blanc, mais je m'excuse. J'en profite. Non, c'est pas toi, c'est après. J'en profitais, par exemple, Simon, pour dire que j'ai eu une petite pub Instagram cette semaine, puis celle-ci m'expliquait que l'entièreté de l'époque, l'ère Krakoa, est maintenant disponible sur Marvel Unlimited. C'est l'application qui vous permet de lire des comic books avec un abonnement annuel là, directement sur vos tablettes, vos téléphones. Fait que si ça vous intéresse, puis vous voulez pas aller chercher ces sites louches ou dépenser genre 5 000$ pour acheter l'intégralité en trade... Quoique j'ai hâte qu'ils fassent les Christie Compendium pour l'entièreté de l'ère Krakoa. On sait tout que ça s'en vient à un moment donné. Vous pouvez le lire au complet sur Marvel Unlimited. Ça vaut la peine. Mais c'est ça, ce que je voulais rajouter, c'est que ils ont quand même appelé ça, dans la bande dessinée, le premier ère Krakoa. Le premier ère. Donc, fait que peut-être, éventuellement, peut-être dans 5 ans, dans 20 ans, on ne sait pas, ça va revenir d'une certaine façon, mais voilà. OK. Y a-tu un magasin un camion de crème glacée qui vient de passer chez vous? Non, ça, c'est l'espèce de local weirdo qui joue de la guitare en se promenant. Ah ouais. Il y a comme un petit ampli qui fait un petit beat, puis là, lui, il joue de la guitare, puis il marche. Il est hot, là. Il est cool, là. OK, merci Simon. On continue avec toi, M. Gauthier? Mais oui, certainement. C'est... Ah, Chris! 2 fois, j'ai manqué mon cue. Tu peux y aller. C'est le retour de Gauthier lit le Wired pour pas que tu aies à le faire. Ah, ben oui, mais là, c'est un backlog là, à nous ramener. Là. Ouais, ben c'est ça. Il y en a que je skip parce que je trouve ça pas tant intéressant de vous en parler. Fait qu'on parlait de Kenny Reeves tout à l'heure. J'ai un peu plugué ça par un à lien. dessin. Ouais, à dessin, oui. Parce que dans le dernier numéro du Wired, en fait, c'est le numéro de juillet-août de cet été, il y a une entrevue avec l'auteur de science-fiction China Miéville. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, ça me dirait. Qui est un auteur de science-fiction américain qui a eu gagné plusieurs prix, là, donc qui est quand même assez reconnu, en fait, qui a annoncé en mars dernier, je pense, ou en avril dernier, une collaboration avec Kenny Reeves. Donc, Wired appelle affectueusement Kenny Reeves Internet's boyfriend. Donc, genre, tu sais, parce que tout le monde aime Kenny Reeves. Ben oui, tu peux pas haïr Kenny Reeves, là, c'est impossible. C'est ça. Sauf que il a sorti une série de comic book, je pense chez Boom Studio, il y a quelques temps. Ouais, Berserker, là, tout en lettres majuscules, pas de voyelles. Puis pour rester poli, ça n'a pas tant épaté la galerie, je pense. Là. Il y a comme 3 volumes qui sont sortis. Ça semble être vraiment quand même beaucoup de tapoche et peu de storytelling. Là. Mais le livre, le roman de China Miéville qui va sortir cet été prend place dans l'univers de Berserker et on prend vraiment, il reprend vraiment l'histoire de Bee, qui est le personnage principal, qui est un espèce de demi-dieu qui a 80 000 ans, qui n'est pas capable de... qui est immortel et qui décide de travailler pour le gouvernement américain comme mercenaire en échange de que le gouvernement américain trouve une solution à son immortalité. Dans le sens qu'il veut mourir. Il veut mourir. Il est plus capable. C'est ça. Fait que ça, c'est comme le
le pitch de base. Ce que China Miéville semble vouloir faire a l'air vraiment intéressant. C'est un auteur qui est reconnu pour faire de la science-fiction, mais tout le temps un petit peu fantastique, avec un petit côté politique aussi. C'est un communiste notoire, d'ailleurs. Ce qui est quand même assez ironique, parce qu'il s'appelle China, et de son prénom. Oh my God! C'est pas la lutteuse dont tu parles, là. Pas la lutteuse. Tu sais où c'est qu'elle est morte? Non, c'est un vieil écrivain punk rock de science-fiction. Un crusty punk. Ouais, un vieux crusty punk qui... Il a décidé de se lancer comme le défi, j'ai l'impression, de faire un tie-in avec l'univers de Berserker, comme si c'était un exercice littéraire. C'est-à-dire que il a dit à Kenny Reeves, donne-moi des conditions, donne-moi ce qu'il faut que... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument? Kenny Reeves, il a dit, il faut que ça soit dans l'univers de Berserker, puis il faut que ça parle de Bee, mon personnage principal, puis il faut qu'il soit immortel, puis qu'il cherche à plus devenir immortel. Mais à part ça, il y a eu comme entièrement champ libre. Et l'histoire du roman prend place à la fin de la vie de Sigmund Freud. Oh, nice. Le célèbre psychanalyste allemand, qui a quand même, de par ses écrits, influencé genre beaucoup de volets de la société occidentale. Ouais, il y a une couple de cours aussi à l'UQAM d'études cinématographiques qui ont été inspirées directement par Freud et Jung. Ouais, c'est ça. Pas juste les études cinématographiques. Je te passe un papier en littérature, c'est pas mal la même chose. Oui. En marketing... On l'aime notre dictionnaire des symboles, hein? Ouais, c'est ça. Fait que dans sa lettre d'adieu, où... il décide je pense qu'il écrit à sa fille qui est morte que il parle de ses comme dernières volontés, quelque chose comme ça, puis il parle de Bee. Donc le roman commence comme ça, fait que c'est comme une espèce de étude du Death Wish à la base du scénario de la bande dessinée. Donc j'ai l'impression qu'il va comme plonger dans cette espèce de désir de mort à la base de comme la pensée occidentale qui est représentée par Bee dans Berserker. C'est un gros mandat. OK, on va voir. Moi, je l'ai commandé. Je vais le lire. Ça sort le 23 juillet, je pense. Donc, chez Boom, qui décide pour pas perdre, j'imagine, ses droits sur la série, ou en fait pour faire de l'argent encore plus avec ses droits sur la série, décide de publier du roman. Hein? C'est comme... je suis curieux. Marvel le fait. Là. Il part par d'autres distributeurs et éditeurs, mais ils le font aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme une espèce de imprint Boom Studios chez Random House. Donc, à suivre. Pour vrai, je vais le lire. Ça m'intrigue assez... Tu reviendras là-dessus, je suis vraiment curieux. Moi, je voulais lire la BD de Keanu Reeves, mais j'ai vu un peu la même critique que toi, là, que c'était pas... ça volait pas haut. Pas que c'était mauvais, mais tu sais, genre, si c'était sorti en 93, on aurait trippé, mais là, on est en 2024, fait que ça marche pas, là. C'est vrai, ça faisait très Image Comic des années 90, là. Ouais. Excellent. Merci, Gauthier. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant, on parlait de world building tantôt, de ton univers favori, Gauthier. Hein? Je sais que t'es content, là. Lord of the Rings. Lord of the Rings, que tu adores. Puis d'ailleurs, je me suis posé une question quand j'ai pris des notes tantôt, puis je pensais à Lord of the Rings, et bien sûr, c'est ironique, là, Gauthier déteste l'univers de Lord of the Rings. Toi qui es fan de littérature et de world building, il y a du world building en masse dans Lord of the Rings. C'est pratiquement juste ça, d'ailleurs. Pourquoi t'aimes pas ça? Parce que souvent, j'ai l'impression que le world building fait pas avancer le récit. OK. Puis c'est juste du world building. Puis ça, c'est le genre d'affaires que j'essaye moi-même d'éviter. Je veux tout le temps que ça soit l'histoire de quelqu'un ou une anecdote que quelqu'un va raconter qui va participer au world building. Et non pas juste il se promenait dans la forêt et genre c'est telle forêt, puis là il y a ça dans cette forêt-là, puis il y a aussi des gens de telle race qui habitent dans cette forêt-là, puis il y a aussi des arbres qui parlent. Et voici maintenant une chanson de 3 pages sur une ère que vous ne connaissez pas. Ouais, c'est ça. Ça m'ennuie un petit peu.
Je comprends. Mais en tout cas, il y a quelque chose, ça, les gens à la maison le savent, il y a un nouveau film de Lord of the Rings qui est en préparation. Ça s'appelle Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. C'est un genre de préquel là, où on va mettre la chasse de Gollum entre les films. C'est produit par Peter Jackson, il n'est jamais bien loin de cette franchise-là. Hein. Et c'est réalisé par Andy Serkis, celui qui a incarné Gollum jadis. Je crois même qu'il reprend le rôle pour l'occasion. Quoi qu'il en soit, Lord of the Rings, c'est une des franchises les plus lucratives pour Warner Brothers Discovery. Fait que c'était clair qu'éventuellement, il allait la revisiter. Ça devrait être la première de plusieurs initiatives pour essayer d'explorer l'univers de Tolkien. Et là, récemment, The Times a eu une entrevue avec Ian McKellen. Ian McKellen, pour moi, c'est un trésor international. C'est pas... j'adore cet homme, j'adore sa carrière, j'adore son énergie. C'est un acteur de talent qui travaille depuis maintenant plusieurs décennies. Si vous ne le connaissez pas, là, je pense que vous êtes au courant. C'est qui Ian McKellen? Ouais. Magneto, il a joué, bien sûr, Gandalf dans The Lord of the Rings. Il a repris son rôle pour The Hobbit. Et là, bien sûr, quelqu'un allait lui demander, t'as-tu... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis il est très... c'est ce que j'aime de cet homme-là. C'est un homme assez âgé, mais il est encore très playful. Il aime ça teaser, puis rire. Puis il dit, j'ai entendu des remous là, que dans l'univers, dans le pays de Tolkien. Puis, moi, je me fais pousser la barbe depuis plusieurs mois maintenant parce qu'il joue dans une pièce qui s'appelle Player King. Donc, c'est un petit peu un petit clin d'œil. Il fait une promotion à sa pièce. Puis on a demandé, mais toi, si, mettons, Gandalf, ça a l'air qu'il va revenir, serais-tu ouvert à l'idée de reprendre le rôle? Ben, il dit, si je suis toujours en vie, oui. Ça a été sa réponse. Il est conscient conscient de sa mortalité. De sa vieillesse. Oui, de sa vieillesse. Il est rendu quand même assez âgé. Tout ça pour dire, je suis comme, why not? J'aimerais ça voir de nouveau Gandalf dans le rôle de Gandalf. Je pense que c'est comme un des nombreux rôles iconiques qu'il y a eu au cours de sa carrière. Et moi, dans ma tête, c'est... je sais pas si ça vous arrive, des fois, vous lisez un livre puis vous avez l'image d'un personnage dans votre tête. Puis là, le film, il sort, puis des fois, vous êtes déçus parce que, of course, ça sera pas la même représentation. Mais des fois, il y a l'effet inverse. Cette représentation s'efface au profit de la version filmique ou la version télévisuelle. Puis moi, c'est ce qui est arrivé avec Gandalf. C'est une personnification que j'aime beaucoup. Il y a même Viggo Mortensen qui avait montré son intérêt pour revenir au rôle. Lui, il a vieilli, fait que ça, comme Ian McKellen également, mais bon, ça serait plus difficile de le remettre dans le rôle de grand pas. Donc, peut-être que l'espèce de technologie de rajeunissement pourrait être utilisée. Ça reste à voir. J'ai comme l'impression que c'est un des films qui va peut-être faire un petit peu d'argent. Il y a beaucoup de fans de Lord of the Rings. Puis sinon, juste rapidos, je vais vous dire que j'ai écouté les 2 premiers épisodes de la série Star Wars The Acolyte, qui est disponible maintenant sur Disney+, depuis, écoute, c'est mercredi dernier, si je me souviens bien. C'est peut-être jeudi, mais il me semble que c'est mercredi. J'ai bien aimé ça. C'est un mystery tale dans l'univers de Star Wars, une période qu'on n'a jamais explorée au grand écran, au petit écran auparavant. C'est dans The High Republic, une période à laquelle la République dans l'univers de Star Wars était à son apogée. Puis, c'est hâte de voir les Jedi dans un contexte différent. On n'est pas dans la Skywalker saga à tout le temps jouer dans les mêmes terres, les mêmes dalles, pardon. Puis, j'en dirai pas plus, ça vient de sortir, fait que je ne veux pas spoiler, mais j'ai bien aimé. Le jeu des acteurs est fantastique. Il y a 2 grands acteurs dans cette série-là. Il y a Lee Young-jae qui joue Master Soul, qui est excellent, et une jeune actrice que je ne connaissais pas, mais qui, ma foi, va avoir une carrière fantastique devant elle, Amandla Stenberg, qui joue 2 rôles dans cette série-là, puis elle est méconnaissable dans ces 2 rôles. Je l'aime beaucoup. Donc, The Acolyte, si vous êtes fan de Star Wars, boudez pas votre plaisir. Je sais que on peut être cynique du fait qu'il y a beaucoup d'exploitation de différentes franchises à répétition, mais c'est une bonne série pour l'instant. Je suis curieux de voir où ça s'en va. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter, messieurs, ou on est prêt à prendre une pause puis parler de gros robots qui se tapochent à la gueule? Les gros robots. Ouais! On va parler de gros robots qui se tapent sa gueule, mais juste avant, je rappelle ma petite annonce classique à chaque semaine. C'est ce qui fait qu'on garde les lumières allumées. On a un Patreon. Allez jeter un coup d'œil au Patreon. Allez sur mystérieuxtalent.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vers une plateforme qui s'appelle Patreon. C'est super facile de s'y inscrire, de s'y désabonner. Hein? Moi, je suis le premier très frileux à m'abonner à ce genre d'affaires-là. Puis, pour vrai, c'est très, très, très simple. Puis, en échange de votre contribution Patreon, on vous offre un podcast qui s'appelle Bifurcation. On a passé au travers du cycle des Ernest avec mon ami Rémi Fréchette. Là, c'est un peu compliqué parce que Rémi déménage. Il a été un de ceux qui a été rénovicté cette année, encore une fois. Donc, il est en train de préparer son déménagement. C'est un petit peu plus compliqué. J'aimerais ça faire de quoi avec toi, Gauthier, si tu as la chance dans les prochaines semaines, pour donner un petit nanan au moins aux gens.
certainement. Tu m'as dit que tu avais écouté le film Idea Man, dont on a parlé la semaine passée, le film sur Jim Henson. Oui. On devrait réécouter l'entièreté de ses funérailles qui sont disponibles sur YouTube. Et on va pleurer, on Benoît. va pleurer tout le long, mais c'est ça qui va vendre. OK. Que je dirais si vous voulez entendre Benoît puis moi pleurer, abonnez-vous au Patreon. Abonnez-vous au Patreon. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas eu de petits nananes. C'est ça. La vie a fait qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses en même temps. Mais bon, vous avez aussi en avance les épisodes de Terre humaine chez Isidore avec Simon Fay, avec Gabriel Zacolard et notre ami Étienne Forêt de Décideret. Vous faites en sorte également qu'on contribue à la production de Terre Kaiju et Noël chez Isidore. On vous donne accès au Discord, une super belle communauté en ligne où on écoute des films, la lutte le dimanche. Les films sont en pause l'été, les gens ont moins de temps, puis ils sont surtout dehors à cause du beau temps. Mais la lutte est encore au rendez-vous. On est disponible partout, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. Les 300 dernières sont sur le fil RSS des Mystérieux. On est sur Facebook, Instagram et aussi Twitter, parce que je n'ai pas encore fermé mon compte, mais j'ai l'impression que ça va être sur... va être bientôt, là. Va être bientôt. Pour Google Podcasts, je sais que la plateforme ferme bientôt, fait que je vais essayer de faire une migration. Je suis désolé pour les gens qui sont abonnés Android, mais je crois qu'il y a moyen de transférer votre abonnement. Je vais voir ce qui est possible. Je vais vous tenir au courant. On revient dans quelques instants avec une série que, ma foi, je pense que... Je vais m'avancer, mais je pense que tout le monde aime. On va voir. Transformers Volume 1, Robots in Disguise. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée, bien sûr. Oui. Transformers Volume 1, Robot in Disguise de Daniel Warren Johnson et Mike Spencer, publié chez Skybound Entertainment, la compagnie de Robert Kirkman et Image Comics. C'est comme une étiquette, si vous voulez, une division d'Image Comics. Donc, pour mettre un petit peu de contexte, Robert Kirkman a mis la main sur les droits des personnages de Transformers, de G.I. Joe, et il a créé un univers consensuel qui s'appelle le Energon Universe. Il y a 3 titres pour l'instant, même 4 titres qui sont publiés sous cette étiquette. On parle de Transformers, on a Duke de G.I. Joe, on a aussi Cobra de G.I. Joe également, et Scarlett qui s'en vient. Sûrement que l'univers va se développer davantage. On a aussi Void Rival, qui est comme le titre, je dirais, original dans toute la patente. Et donc, tout ça crée un univers consensuel avec des vases communicants. J'ai vu qu'il y avait Destro aussi qui s'en venait. Qui s'en venait, exactement. Oui, c'est vrai, merci de me le rappeler. Donc, on est dans une nouvelle ère, je pense, pour Kirkman, et je ne vais pas vous le cacher qu'on avait bien hâte d'en parler. En tout cas, moi, de mon côté, j'avais hâte d'en parler parce que ça fait beaucoup de bruit dans l'univers du comic book. C'est comme si vous me disiez, hey, on prenait le réalisateur de talent et donnez-lui une franchise absolument improbable qu'il pourrait exploiter. Ben, c'est ce qui arrive en ce moment pour Transformers. Et même les précommandes pour Scarlett, dont j'ai parlé il y a 2 secondes, ont comme battu des records. Donc, les gens se garochent sur ce que Kirkman fait en ce moment. Donc, vous connaissez l'origine sans doute des Transformers. C'est une société les Transformers sont divisés en 2 clans. On a les Autobots et les Decepticons. D'Autobots et Decepticons qui s'écrasent sur Terre des millions d'années plus tard. C'est la suite d'une guerre entre les 2 clans. Et ils sont réveillés. Et une fois réveillés, ils prennent l'apparence de véhicules ou d'autres appareils qui existent sur Terre et ils continuent leur combat, mais sur la planète Terre. Donc là, on revisite en fait l'origine des Transformers et on joue un petit peu avec les codes. Et je vous dirais qu'en ce moment, rien n'est sacré. Aucun personnage, même ceux que vous aimez, que vous connaissez dans des Transformers, est à l'abri de la mort. Et ça s'est établi assez rapidement dès le départ. Et tout ça est exploité, ou plutôt mis en scène avec le style incroyable et dynamique de Daniel Warren Johnson, qui fait un job incroyable. Je pense qu'il y a des planches dans cette série-là que vous devez avoir en poster ou vous devez mettre dans un cadre puis afficher ça sur vos murs. Je sais on est des vieux monsieur qui parlent de robots qui se tapochent, des jouets qui existaient quand ils étaient tout petits, OK? Mais soyez pas cyniques. Moi, je vais le dire tout de suite, j'ai fucking trippé sur cette série-là. Puis si vous êtes moindrement curieux, je pense que vous allez trouver votre compte. Si ce n'est que pour l'art. OK? On va faire le tour. Moi, c'est dit. On va commencer avec toi, Simon. Qu'est-ce que tu as pensé de Transformers rapidement? Puis on va en parler en détail tantôt. Magnifique. Magnifique. Yes. J'adore. Gauthier. C'est ma 2e lecture. 2e lecture. Oh, nice. Moi, c'est Gauthier. J'avais des attentes. Par l'équipe qui était comme autour de ce projet-là. Et mes attentes ont été remplies. Yes, toutes les petites coches ont été cochées. Ouais, vraiment, vraiment. Excellent. Je veux dire aussi que le premier trade est sorti depuis le début du mois de mai, je crois.
et ça comprend 6 numéros. Ça fait du bien de retomber à des trades de 6 numéros. Donc, il est disponible. Moi, j'ai acheté le mien chez Comic Hunter à Montréal, pour ne pas le nommer. Je peux-tu te rayer avec des observations, puis on va commencer à broder là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de stock que je ne sais pas par où commencer. Là. Mais moi, une des séquences qui m'a le plus épaté dès le départ, au-delà du style de Warren Johnson, Daniel Warren Johnson, qui est incroyable, c'est la mort, l'exécution gratuite et sommaire de Bumblebee, d'un coup de blaster d'en face alors qu'il n'est même pas réactivé dans The Hark, qui, moi, m'a fait comme « Oh, OK, on va là. Il n'y a rien qui est sacré. Là. Tout le monde est disposable. On peut s'en disposer. Là. » Et je pense que c'est ce que Kirkman, ou à tout le moins Warren Johnson, voulait faire dès le départ. C'est-à-dire, ce n'est pas les Transformers de votre papa. Ça va être autre chose. C'est ceux des enfants. Des enfants. Ouais. Ils sont rendus des papas. Des papas maintenant aussi. Exactement. Mais ouais, c'est ça. Mais tout de suite, ce personnage-là remplacé un peu. Puis c'est là où je pense qu'on a fait nos classes. Parce que, vous savez, je suis un peu fasciné par le lore des Transformers. Hein, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Là. Mais le Bumblebee est devenu un peu ce qui était Cliff Jumper. Puis ça, ce n'est pas un hasard parce que le jouet de Cliff Jumper et de Bumblebee était similaire, sauf qu'il y en a un qui était jaune et l'autre était rouge. C'était comme un repaint de un. Donc, je sais que dans le lore, c'était comme un peu une blague qu'un était un peu la version cheap de l'autre ou la version que le monde aime moins que l'autre. Fait que, tu sais, de ce côté-là, j'ai fait, OK, il y a quelqu'un là-dedans, là, il y a un adulte qui a fait ses classes, puis il est allé lire un petit peu de Wikia, de Transformers, puis il s'amuse avec les codes. Fait que moi, en ce moment, je tripe bien raide. Je laisse Gauthier y aller. Ouais, il y a trop de choses à dire, je pense. Il y a trop de choses à dire. Ben oui, c'est vrai. J'ai aimé justement le fait que Cliff Jumper, il agit un peu comme le comic relief dans tout le récit. Puis, moi, je connais pas mal moins ça que toi, Ben, mais ça l'a quand même bercé mon enfance là, et influencé mon imaginaire, là, veux pas. Là. Quand je relisais Transformers pour le show, j'étais comme ah ouais, hein, ça l'a. Dans Far Out que j'ai écrit avec Olivier Carpentier, il y a quand même des affaires qui se ressemblent. Fait que c'est sûr que ça m'a marqué, puis c'est vraiment le fun de voir des artistes en pleine maîtrise de leur art reprendre cet univers-là en sentant que l'attrait principal, c'est vraiment le récit, puis pas nécessairement vendre des jouets. Parce que on se rappellera à la base que c'est Transformers, c'était vraiment une franchise qui a rapidement été contaminée par le merchandising. À la base, c'était une franchise de jouets. C'était des compagnies nippones qu'on était à récupérer des personnages puis des items pour faire des... On a fait un espèce d'amalgame, puis on a fait un commercial à la télévision, une publicité à la télévision. Ouais. Fait que, Puis j'aime vraiment qu'il y ait des enjeux dramatiques à la fois chez les robots, les Autobots puis les Decepticons, qu'il y ait aussi des... qu'on fait référence au conflit passé sans vraiment trop faire d'exposition. Donc, il y a du passif entre les deux clans, mais il y a aussi toute la trame narrative dramatique des humains qui est super intéressante, où on n'est pas juste... on fait pas juste copier-coller un enfant, puis son sidekick au milieu de robots, puis faire comme OK, il découvre des robots, puis là, ça devient ses meilleurs amis. On sent le danger même d'être ami avec les Autobots. Comme tasse-toi, si jamais il y a une bataille qui éclate, c'est fucking dangereux. Ils sont très squishy. On établit rapidement que les humains ils peuvent se faire popper comme des tomates. Là. Puis on met aussi Starscream vraiment evil. Oui, il est pas pathétique dans celle-là. Il est vraiment il est sadique. Non seulement il est méchant, mais il est sadique. Il aime vraiment ça, tuer des humains. Il trouve ça vraiment cool, tuer des humains. Fait que ça, c'est comme... s'il y avait une adaptation au cinéma, j'ai vraiment l'impression qu'il y aurait plus une vibe comme Jurassic Park, un petit peu. De genre, on veut... C'est vraiment cool, des robots géants, sauf que Chris, que c'est dangereux. Que c'est dangereux aussi. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'est à cause de Johnson, là, mais la scène où Optimus Prime écrase par erreur un daim. Un daim, oui.
puis que là, il le tient dans ses bras, puis tu sais, il est comme... Ça fait... J'ai trouvé ça... T'as jamais vu ça dans toute adaptation possible de Transformers. Mm-hmm. Quelque chose de aussi humanisant pour un robot géant. T'sais. Il est un troc, tu sais. Ouais. C'est un moment qui est très sensible. Ouais. Ils viennent comme... Ce qui est vraiment le fun dans la grande différence entre les Autobots et les Decepticons, c'est pas juste « Ah, il y en a que c'est des gentils, puis il y en a que c'est des méchants. » Ce qu'on vient nous dire avec cette scène-là, c'est OK, les Autobots, ils ont plus de facilité à s'allier avec les humains parce qu'ils ont de l'empathie. Ils ont de l'empathie, c'est ça. Ouais. Puis genre, les Decepticons, ils s'en calissent. Ils ont genre, c'est des sociopathes. Là. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une bonne manière de le montrer. Pourquoi, justement? Parce que sinon, pourquoi? Pourquoi sinon faire... Oui, exactement, oui. Mais... Pourquoi les Autobots sont gentils? On sait pas vraiment. Là. Fait que ça, c'est comme... C'est pas dit, c'est juste... Je serais curieux de voir ça a été quoi les négociations initiales entre Skybound et les auteurs, parce que clairement, il faut que ça rentre dans le contexte d'un univers qui est consensuel, donc qui est plus large, qui est plus grand. Puis en même temps, je sens que... Puis c'est peut-être beaucoup à cause du dessin de Johnson. Fait que peut-être quand il va juste être scénariste dans les prochains numéros, je vais moins le sentir. Mais j'ai l'impression que c'est la vision d'auteur. Je ne sens pas la machine. Je ne dis pas que la machine n'est pas derrière. Ils ont sûrement des obligations, il y a sûrement des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais tu sens qu'ils se sont appropriés une franchise qui est d'un très connue, qui existe depuis longtemps, des personnages qui sont excessivement connus, mais quand ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, où ils veulent amener ça. Tu te rappelles, là, Transformers a été édité pendant des années et des années chez IDW Publishing. Une série qui a été un univers qui était encensé par les gens qui trippent sur Transformers. Puis Transformers a à ce jour des fans hardcore, vraiment hardcore. Ouais. Et là, donc, quand on a appris que ça faisait le saut, les gens sourcillaient un peu parce qu'ils disaient ouais, mais là, on a un peu raconté l'ultime histoire de Transformers où on est allé dans le lore, puis le multiverse, puis l'historicité. Puis là, je lis ça, je suis comme, mais crème, il y a encore des histoires à raconter. Ouais. Puis, tu sais, il y a comme une. Puis non seulement ils ont pas fait le calque des premiers épisodes de la série, ils ont gardé ça intéressant. Tu sais, des fois, par volonté, tu veux tellement faire différent que tu rends ça edgy, puis ça devient juste comme dénaturé, puis c'est pas le fun. Mm-hmm. Là, ils ont fait autre chose, mais je trouve que le cœur de ce qui était Transformers, ou en tout cas des personnages comme Optimus Prime, par exemple, tout est là. Tout y est. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est le cœur qui fait la différence avec le récit, avec la famille des Witwiki. Des Witwiki, ouais, c'est ça, qui est PTSD as fuck, là. Ouais. T'sais, on parlait de comic book des années 90 tantôt en référant Berserker, puis j'ai vraiment l'impression que, tu sais, en plus d'avoir des créateurs à 100% qui ont comme vraiment beaucoup de marge de manœuvre, on a droit à des estis de bonnes scènes de ta poche qui sont au service du récit. Écoute. Puis, tu sais, c'est là que tu dis, mon Dieu, tu sais, Daniel Warren Johnson, il aurait pas pu aller choisir meilleur artiste. Tellement. On a lu ensemble Do a Powerbomb. Puis, je pense que ça aurait été... Tu sais, c'est le fun de voir des artistes qui... Tu vois qu'ils font des apprentissages au fil de leur carrière. Puis là, t'es comme... Holy shit, ça a vraiment aidé à faire les scènes de ta poche de Transformers. Des robots qui se font des suplexes. Ben c'est ça, j'allais dire. Il y a des suplexes. Il y a un German suplex dans cette critique-là. Puis, tu sais, c'est au service du récit quand même. Parce que, bon, le premier enjeu, c'est de trouver de l'énergie pour rebooter tout le monde. Ouais. Qui va le faire en premier? Est-ce que c'est les Decepticons? Ça va être les Transformers? Puis chacun a sa méthode pour aller chercher de l'énergie. Puis là, les uns veulent pas que les autres l'aillent en premier. Puis ça, c'est quand même bien fait. Puis après ça, on nous rajoute une couche où là, les humains se rendent compte qu'ils sont en train de se faire démolir leur infrastructure d'énergie, genre dans la ville. Fait que tu sais, on embarque l'armée là-dedans. Puis le fait que l'armée, elle sait pas c'est qui les gentils puis les méchants. Là. Non. Tu sais, c'est des estis de gros robots qui pètent tout, là, puis ils tirent sur tout le monde. Puis là, t'es comme, oh non, fuck, tu sais, l'armée va tuer genre des Autobots. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça clever aussi. Là. C'est vraiment super bien pensé. Puis c'est super simple. Mais c'est ça qui fait le génie souvent. Là. C'est la simplicité. Là. Ouais. Puis c'est tough faire quelque chose d'aussi bon puis d'aussi simple, pour vrai. Là. Puis aussi, tu sais,
en étant dans un univers consensuel, tu te dis, ils vont avoir comme tellement d'affaires qui se promènent d'une BD à l'autre, mais finalement, pas tant que ça. Pas pour l'instant, en tout cas. Là-dedans, t'en as une que t'as Duke. Mais ça vient pas ruiner ou te rajouter de quoi que là c'est quoi qui se passe là, ça me fout que je lise. Tu peux le lire si tu veux, c'est pas nécessaire. Mais donc, quand tu le lis, c'est G.I. Joe. Ouais. C'est le chef. Ouais, c'est le chef des G.I. Joe. Mais il paraît que c'est très bien aussi. Là. J'ai lu le premier numéro, j'ai full aimé ça. Fait que j'avais hâte de voir où ça allait se passer. J'imagine qu'éventuellement, ils vont avoir des events à la grandeur du Energon Universe. Puis, il va y avoir le quiproquo des G.I. Joe contre les Transformers. Parce qu'ils savent pas que les deux sont du même bord, finalement. Mais c'est comme une vision moderne et pas cynique de qu'est-ce qu'ils sont, les Transformers. Parce que je pense que des fois, on fait ça, tu sais, on fait une refonte d'une franchise qui est connue ou établie, on essaie de... Là, c'est niaiseux, fait qu'on va rendre ça edgy, puis dark, puis on va mettre le volume à 11, tu sais. Encore une fois, une technique très 90. Puis là, ça garde son cœur d'enfant, mais en même temps, il y a des enjeux qui sont puissants. Tu sais, moi, jusqu'à la toute fin de la BD, j'étais sur le bord de croire que Optimus Prime allait mourir. J'étais sur le bord de croire que les humains allaient mourir, parce qu'on a racheté des personnages. Un personnage féminin, puis là, j'étais comme, ils vont-tu tuer elle? Ils vont-tu tuer, c'est elle qui est le nouveau Sparky, tu sais, ils vont s'en débarrasser d'un pour garder l'autre, tu sais, je savais pas, là. Puis j'étais comme, ça faisait longtemps, je me disais, hey, j'étais en train de lire une BD Transformers. Puis tu cares. Puis d'un seulement, je care. Mais quand fucking Optimus Prime se fait péter son bras, puis utilise son propre bras qu'il arrache pour péter la gueule avec un autre Transformers, j'ai fait, hey man, c'est Deadly Prey. C'est Deadly Prey, c'est la séquence dans Deadly Prey, c'est malade, c'est épique, puis ça, tu sais, c'est ça, c'est un espèce de mélange qui devrait pas fonctionner, mais qui fonctionne parce que c'est la BD de l'âme, man. Puis la couleur de cette BD-là, le coloriste qui accompagne Johnson là, maintenant, là, depuis longtemps, là, je trouve que c'est la meilleure combinaison ever. Changez pas ça. Les BD, chacune des pages sointait la couleur. C'était incroyable. Non, vous le recommande tous. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis j'ai peur de spoiler, fait que je comme pas trop parler, là, mais juste à faire d'affaire, tu sais, comme c'est des robots métalliques, tu sais, comme massifs, mais ils jouent dans les courbes. Puis quand ça devient dynamique, là, puis il va jouer un peu avec une vitesse et une perspective là, qui est presque du manga en même temps. Là. Johnson, il est bon avec ça. Ils prennent quand même leur temps. Là. Oui. T'sais, j'ai hâte de voir où ça s'en va. Parce que on nous en donne quand même pas tant que ça dans le premier volume. C'est vraiment une introduction. Oui, il y a des punchs, là, mais attendez-vous pas des grosses révélations. On sent que c'est ça, la raid à part pour longtemps. Là. J'espère que toute l'équipe qui est en place va rester là. Ouais, parce que c'est une belle alchimie. Daniel Warren Johnson n'est plus le dessinateur. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va peut-être faire des covers, peut-être qu'il va revenir. J'ai oublié le nom de la personne qui l'a remplacé, mais il est au scénario par contre. Il reste comme scénariste. Mais j'ai vu les dessins, puis tu vois que c'est un peu dans le même genre que Daniel Warren. C'est beau? Ça fit. Oui. OK. Fait que, je suis curieux. Est-ce que vous voulez racheter quelque chose ou Achetez-le. Oui, achetez-le, oui. Puis c'est vrai que ça donne envie de lire même les autres tie-in. Moi, j'ai tout lu. Là. T'as tout lu? Ah ouais? Ben attends, dis-nous donc comme ça en fin. Écoute, Void Rivals est très bon. Ça me fait penser un peu au film Enemy Mine, mais genre de deux races extraterrestres qui se sont toujours haïs, mais que là, il y en a deux qui doivent travailler ensemble. Puis c'est dans l'espace, mais oui, il y a des références aux Transformers. Super bon, c'est du Kirkman. Fait que les dialogues sont toujours le fun. Puis pour Duke, qui est Commander Cobra, c'est bon tabarnak. Ouais. Parce que dans Duke, t'as le côté, lui, il a vu ce qui s'est passé. Personne ne le croit. Fait qu'il est comme un peu... devenu... Tout le monde le prend pour un conspi. Ouais, exact. Puis là, lui, c'est ça file un peu X-Files dans le sens de Mulder qui veut tout le temps prouver quelque chose, mais aussi t'as l'armée là-dedans. Puis Cobra Commander, ben, c'est vraiment le début de l'organisation de Cobra. Puis c'est bon. C'est bon.
Ah, c'est le fun. C'est le fun que tu prends quelque chose d'aussi populaire, puis de casse-gueule, puis t'en fais quelque chose de nouveau, puis d'intéressant, puis de frais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci, messieurs. Merci, Simon. Merci, Gauthier. Merci à vous à la maison. Merci à Gabriel. Merci même à Alex qui nous a envoyé des messages vocaux. Pensez-y le faire là, durant la semaine. D'ailleurs, oui, regarde, souvent, j'envoie une question dans l'univers. Si vous voulez nous laisser un message vocal, un SpeakPipe, ça peut être sur n'importe quoi, mais si vous avez lu le premier trade, soit de Transformers ou de Duke ou qu'importe, dites-nous c'est quoi votre appréciation. Avez-vous aimé ça? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire jouer ça à l'émission. On se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. OK, bye bye. Ciao.